les gars, comment ça va, Moss? Écoute, ça va très bien. Je sais pas pourquoi depuis 2-3 fois tu nous fais des intros avec des onds qui remontent et qui redescendent comme des yo-yo, Ouais. comme si tu venais de prendre un avion et que t'avais des trous d'air au Eh ben, milieu. je Je vais te comprends pas dire- le concept. je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a une part de moi qui espère secrètement qu'au moment de faire le montage, tu vas te donner et tu vas te dire, allez, je fais coller chaque petit O avec ou minuscule ou majuscule avec la variation de la voix du hussard. Et en fait, pas du tout. À chaque fois, pas du tout. Donc, tu traites les gens vraiment avec mépris et dédain. Parce que tu crois qu'en et ça plus va les plus du gens tout. ils Voilà. regardent la loupe de 15 secondes que t'as mis en place pendant Ouais. 1h30 sans scroller. Écoute, moi je pense, non, pas pendant 1h30, mais je pense que cette loupe a été extrêmement appréciée des gens. Ah. Ils nous diront en commentaire, mais je crois qu'elle a été appréciée, je vais te dire pourquoi, parce que, tu sais, sur la loupe, tu vois le hussard qui fume. Oui. Et donc, t'as des tas de gens de façon régulière qui disent « Waouh, j'ai jamais vu un hussard fumer autant de paquets de cigarettes, ou je sais pas quoi, ou autant de tabac à pipe, ou des trucs comme ça. » Donc, ça veut dire que t'as des gens qui se sont fait la réflexion qu'en fait c'était un hussard qui fumait en continu. Voilà. Tu peux pas le savoir parce que tu n'as pas un avatar animé. Voilà. C'est Donc vrai, évidemment, c'est vrai. c'est plus compliqué. Moi je compliqué. fais que bouger en fait. C'est une vieille porcelaine grecque, elle ne fait que bouger. Voilà, tout simplement. En fait, c'est un mec qui fume une pipe et qui discute avec une assiette. Donc, c'est le concept de ce podcast, tu veux, et quand même extrêmement intéressant. Voilà. Bon, alors, à propos de podcast très intéressant, aujourd'hui, je t'ai essayé de choisir le sujet et tu m'as dit qu'on allait parler de. Je te laisse introduire. Bah, moi j'avais envie qu'on parle de musée. Parce que Ok. je trouve que c'est un thème qu'on traite, C'est pas comme ça que tu me l'as vendu. qu'on C'est pas comme ça traite que tu pas, me l'as vendu. pas Tu m'as très dit. souvent. Non, je sais. Attends, donne-moi 15 secondes. Ben voilà. C'est un thème qu'on traite pas très souvent, je trouve, notamment à droite. Je sais pas pourquoi, on a laissé ce truc-là comme étant un truc de gauchiste. Et moi, dans les trucs qui m'intéressent dans les musées en particulier, j'ai envie qu'on fasse un petit peu de sociologie des musées pour Oh putain, alors là. notamment Attends, parler sociologie plus musée, t'as perdu parler tout le monde. des, Hein, t'as perdu. des énormes boomers qui ont un tarif Ah. réduit à l'entrée, souvent intitulé tarif senior, je sais pas quoi, Ouais. et en fait qui du coup se sentent une sorte d'appel pour rentrer dans n'importe quelle exposition, pour se précipiter, Ouais. pour occuper l'espace et pour, j'irais même jusque-là, voler la couleur des tableaux qui voudraient arriver jusqu'à tes yeux. Et ça me Alors, dérange. Voilà, on va en je discuter suis si tu convaincu- veux, mais... Bah, je suis complètement d'accord, c'est super intéressant. Non, franchement, ça m'a hypé, c'est à mon tour de le dire. Je suis hypé par ce sujet. Et t'as remis les boomers dans l'équation, donc écoute, à partir de là, c'est formidable. Il y a quand même un détail, un détail économique que t'as soulevé qui est très intéressant. C'est qu'en fait, en France, on est le seul pays où c'est les gens qui gagnent, la strate de la population qui gagne le mieux sa vie tendanciellement, qui a le meilleur pouvoir d'achat, qui a quand même des tarifs réduits. C'est-à-dire qu'en fait, les boomers gagnent plus en moyenne, tu vois, je dis pas à chaque boomer, mais dans le détail, ils gagnent plus en moyenne que les étudiants, les actifs, les enfants, etc., tout ce que tu veux, et le reste de la population, quoi. Et ils ont quand même un tarif senior. Alors ça, c'est un concept. En plus, ils y vont bien, ces bâtards, Ils y à vont- 18h45. Non, mais tu sais, surtout, ils y pile vont poil. pile les jours où toi t'as envie Ouais, d'y les aller. jours et les heures. Voilà, exactement. Et où tu peux y aller, ouais, exactement. C'est-à-dire que tu les trouveras systématiquement pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends. Alors que, en fait, moi, alors, dans les idées simples mais efficaces pour réguler un peu ce problème, il y aurait que, par exemple, le tarif senior n'existe que en semaine à des horaires où les gens travaillent. Tu vois, déjà, commençons par un truc aussi bête que ça. Alors, c'est Tu, pas mal. tu, pas tu mal. veux aller au musée et tu as 75 ans, eh ben, soit tu y vas pendant la semaine quand tout le monde bosse et c'est moins cher, soit tu y vas le week-end et là tu payes plein pot et voilà. Donc en gros, automatiquement ça fera le Ouais, tri. c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est parfait. 2027, votez Mos Maiorum. Enfin, si on vous laisse encore voter en 2027, c'est pas sûr au rythme où on va. Il y aura peut-être et- pas de réseaux sociaux en 2027, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, exactement. Et putain, j'ai vu que là, ça allait être compliqué. Ça va être très compliqué. Est-ce que, tant qu'il reste un peu de réseau social, est-ce que tu veux quand même nous parler un peu des éditions Carmin et ne pas attendre genre les 3 dernières secondes du C'est podcast, vrai. comme le C'est dernier, vrai. le vil faquin que tu es, pour nous teaser Thomas Sowell. On a fait un lancement de campagne qui était Tony Trouillant. incroyable. Bon, on a bouclé la campagne en une semaine. Enfin, je veux dire, l'objectif Ouais. de 500 préventes a été bouclé en une semaine. Ça Ce qui c'est est fait. insane. Voilà. Là, on est Ouais. à peu près à 600 au moment où on enregistre. J'espère bien que d'ici la sortie du podcast, on sera plutôt à 650, peut-être 700, j'en sais rien. Ruez-vous dessus parce que il y a plein de raisons. Déjà, c'est vraiment un super bouquin. Honnêtement, moi, je suis encore plus hypé par celui-là que par le précédent Sowell qu'on a traduit. Et en fait, ce qui est cool, c'est que là, on a commencé à enclencher une dynamique où les ayants droit nous font confiance et nous ont
nous ont aidés vraiment dans la démarche, ce qui n'était pas le cas sur le premier, où en gros ils nous ont vu arriver je me souviens, un peu en mode c'est qui ces ouais. petits amateurs là, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc là ça y est, on peut commencer à vraiment faire des choses. Et puis surtout, il est plus épais que le précédent, et en termes de dire les termes, je crois que c'est vraiment un banger de ce qu'a écrit Sowell, parce que tu as toute la logique du racisme qui est mise sur la table et qui est décortiquée. Et j'ai fait une petite vidéo sur le sujet que peut-être les gens ont vu passer, mais vraiment, j'ai vu passer, moi. Honnêtement, la dichotomie entre l'équilibre rationnel qui consiste à dire bah non, en fait, là je prends un risque et c'est pas justifié, et je suis raciste et je réagis de manière irrationnelle pour être raciste, est très très bien expliqué, et c'est vraiment super important pour comprendre un petit peu l'amalgame qui est fait et qui est présenté comme une évidence par les types de gauche, alors qu'en l'occurrence c'est vraiment un amalgame. Donc si vous voulez avoir une référence solide avec des tas de citations, des tas de sources scientifiques et tout pour comprendre ce sujet-là, vraiment allez-y, les yeux fermés, c'est un super bouquin. Et en plus, on a vraiment fait le boulot de ramener encore une fois des munitions d'outre-Atlantique. Donc aidez-nous dans cette démarche, parce que ça permet aussi d'enclencher d'autres projets derrière, etc. Est-ce que tu as, petite question un peu à la limite du off, mais est-ce que tu as des idées de pourquoi ça a aussi bien marché ce lancement de campagne? Parce que le premier Sowell, je me souviens que ça avait marché, mais c'était pas. Bon, vous aviez fait un peu ça à contre-temps aussi. Il y avait c'était en pleine période de Noël. Je pense que les idées un petit peu libérales se sont peut-être un peu démocratisées par rapport à la dernière fois. Je pense que ça a fait. Même beaucoup. Hein, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'irruptions d'idées libérales. Je veux dire, les gens sont tous devenus, disons, 3 points plus libéraux qu'ils l'étaient avant. C'est-à-dire que, bon, vu que Antoine Léaumont et Jean-Luc Mélenchon sont à moins 500 000, on n'a pas vu la différence, mais les gens ordinaires qui étaient à, disons, 1 ou 2 sur 10, ils sont devenus à 3 ou 4, et on commence à sentir que c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est pas mal, c'est largement insuffisant, mais ça va dans le bon sens. Et puis je pense aussi qu'il y a eu le débat, tout le débat parlementaire qui en fait a cristallisé un petit peu une sorte de rejet de trucs gérés par l'État. Et je pense que quelque part, encore une fois, Sowell là-dessus, il apporte vraiment des munitions, parce que lui-même, il a été, à un moment, il a été recruté pour faire partie de l'administration. Il s'est rendu compte que c'était vraiment une machine à produire des inégalités, à produire des problèmes, à faire des usines à gaz qui n'avaient aucun sens. Et il en est sorti en disant mais attendez, je suis rentré, j'étais marxiste, j'en sors, j'ai envie de dynamiter l'État, quoi. Quasiment, enfin j'exagère, mais c'est à peu près ça. Il est rentré marxiste, il est sorti milléiste. On dirait moi au moment où j'ai eu mon premier travail avec mes premières fiches de paie. Tu veux dire que la différence entre le super brut et le net versé sur ton compte t'as fait sursauter? Attends, mais je vais te raconter un truc. Mon premier vrai boulot, pas un petit boulot étudiant, un truc comme ça, mon premier vrai boulot, je t'ai payé une misère, je t'ai payé 2000 € net. 2000 € net, pardon, 2000 € brut, 2000 € brut. Et donc ça faisait quelque chose comme 1500 € net. Mais à côté de ça, je touchais énormément d'aides diverses et variées, type prime d'activité, des trucs comme ça et tout. Et en fait, à la fin, j'avais 2004 €. En fait, si tu prenais mon salaire net et mes aides. Et en gros, l'État me prenait 500 pour me rendre 504. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça ne servait à rien. En fait, j'étais là, je vous laisse votre kebab sans boisson, laissez-moi mon brut, s'il vous plaît. Voilà, sachant qu'entre les deux, tu as probablement 14 intermédiaires qui sont passés par là. Et donc, si ça se trouve, des bons du trésor, il y a eu de la dette pour ça, quoi. Il y a peut-être eu 500 balles de dépenses pour gérer ces 500 balles, en fait. C'est ça qui est dingue. Ouais, non, mais et encore, moi, je dirais qu'il y a eu 600 balles pour gérer ces 500 balles, tu vois. C'est ça le pire. Non, mais en fait, c'est la plupart des gens sont persuadés de ça. J'ai vu passer un truc sur X hier, légendaire. Alors, très français, tu vois le truc. C'est que tout est français. Déjà, ça se passe dans la prison des Baumettes, donc à Marseille, en tôle. Sauf qu'ils ont ouvert un restaurant dans la prison qui s'appelle les Baumets. Petit jeu de mots, les Baumets, Baumettes, t'as compris. C'est un restaurant qui est tenu par des mecs en tôle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut travailler des détenus pour faire un restaurant gastronomique. Genre, en fait, le niveau de français est maximal déjà. Il reste plus qu'à faire un concours des prisonniers et on est bon. Putain, ça existe déjà en plus, bordel. Et du coup, tu vois un mec, bon, et je pense qu'ils mettent des mecs qui n'ont pas fait des crimes de sang, tu vois, là-dedans. Bon, j'ose espérer qu'on ne laisse pas manipuler des couteaux tranchants à des mecs qui ont des crimes de sang sur les mains, tu vois. Bref. Et là, t'en vois un qui a l'air gentil, mais un peu teubé. C'est son premier salaire. Donc, il est payé, en plus, il est payé en dessous du SMIC parce que c'est dans les prisons, il n'y a pas de code du travail. Donc, il doit être payé, genre, je crois qu'il a 600, quelque chose comme 630 € pour un mois de travail en brut. Et il a 410, je crois, en net, un truc comme ça. Faudrait vérifier les chiffres, mais je crois que c'est vraiment cet ordre de grandeur-là. Et le mec, genre, hallucine, il comprend pas en fait. Il dit, mais attendez, vous m'avez oublié 200 balles sur ce truc et tout. Et du coup, t'as son chef qui est lui, et pas un mec de la zonzon, tu vois, c'est un mec. Il dit, mais c'est normal en fait, c'est du salaire différé.
Non mais il lui dit ouais parce qu'en fait tu payes la retraite des vieux et quand tu seras vieux c'est les jeunes qui paieront ta retraite. Et il le regarde, il fait chef j'arrête de travailler. Et il lui dit ça comme ça. Et le mec il est instant, il a été réinséré dans la société. Le temps de recevoir une fiche de paie après il est ressorti, il est retourné faire du chichon tu vois. C'est en fait dans sa tête il s'est dit mais attends mais je comprends pas. Moi on m'avait dit que travailler en fait ça rapportait des mais en fait non il vaut mieux faire du black, voler des gens, enfin ça marche mieux quoi. En fait GTA ça marche mieux tu vois. Non mais attends et ce qui est génial c'est la fin de la vidéo parce qu'en fait t'as le chef et son premier adjoint, je sais pas comment on dit tu vois, qui sont en train d'essayer de lui expliquer par A plus B en faisant des espèces de circonvolutions logico-philosophiques extrêmement complexes que finalement c'est moral qu'il donne un tiers de son demi-smic payé à travailler en prison pour payer la retraite de Bernard et Chantal. En fait, si tu veux, tout est tellement français là-dedans que j'avais qu'une envie, c'était de dégoupiller une grenade incendiaire et de mettre fin à ça, tu vois. Voilà, c'était terrible. Donc je vais te partager cette petite pépite de réalité française parce que ça ne s'invente pas. Quand ça tombe, faut les savourer. Bah écoute, sur cette pépite, je te propose qu'on fasse une autre pépite, un générique. Et ouais, parce qu'après les gens ils vont dire vous avez fait le générique trop tard, tout ça, donc faisons-le maintenant. Ouais. Et puis ensuite alors, je propose qu'on dise alors Ayn Rand, Xénophon et générique, voilà. Bon alors écoute, aujourd'hui t'as intérêt à vendre le truc aussi bien aux gens que tu me l'as vendu pour le faire. Donc est-ce que t'as des anecdotes? Est-ce que t'as envie de partir de quelque chose? Est-ce que t'as envie de... Voilà, je suis un peu ton psy, allonge-toi sur le canapé, raconte-moi un peu tes mésaventures avec les boomers au musée. Parce que t'as dit qu'ils volaient la couleur, ce qui est une formule très osée, donc j'attends que tu la démontres. Bah écoute, non, alors, enfin... Perso, je visite pas mal de musées, peut-être un peu moins depuis depuis le Covid, on va dire que, en fait, c'est le moment où pour moi les musées ont cessé d'être un truc spontané et jouissif pour devenir un truc calculé, planifié, exactement comme la SNCF qui t'envoie une notification pour que tu réserves ton billet 6 mois à l'avance pour les vacances de printemps. Non, arrêtez. Moi, j'ai envie de rentrer dans un musée et de juste pas calculer tout, quoi, en fait. C'est pire que ça, mais là franchement je suis retourné au Louvre il y a pas longtemps. Je te jure, j'avais l'impression d'être à l'aéroport en fait. C'est-à-dire que tu fais la queue, t'as ton QR code, tu passes la sécurité. Ouais, c'est ça. Au secours. J'ai montré 3 fois ma pièce d'identité. Le seul autre endroit où je fais ça, c'est Orly en fait. Si tu veux. Donc il y a un moment donné, c'était quand même vraiment pas possible. Donc déjà ouais, c'est vrai qu'effectivement le Covid a mis beaucoup de malheur là-dessus, mais pas pour les boomers qui ont continué à y aller. Oui, mais alors c'est en fait de façon éhontée. C'est ça qui est dingue, c'est que la seule catégorie socio-professionnelle qui a encore le temps de préparer chacune de ces visites au musée, d'acheter les billets, de préparer les billets coupe-fil, etc. En fait, c'est les gens qui sont au chômage et les retraités. Bon, les gens qui sont au chômage, en moyenne, même s'ils ont une réduction dans à peu près tous les musées du monde, en fait, ils y vont assez peu, en fait. Ça les intéresse visiblement pas trop. Ils ont probablement d'autres priorités, comme par exemple retrouver un boulot, voire juste rester chez eux et rien faire. Mais en tout cas, c'est les deux écoles. Ils se pointent pas au musée. Par contre, les vieux, ils se régalent. Tu leur mets des options premium pour avoir un coupe-fil, plus coupe-fil que les autres. Ah, ils sont là, ils sont prêts à lâcher 3 € de plus. Et c'est comme ça, de temps en temps, moi je discute avec des gens, tu vois, et tu réalises que les mecs, ils ont payé 24 balles pour rentrer dans un musée, et tu es là, tu fais, mais je comprends pas, l'entrée pour vous, elle est pas moins chère, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais non, ils se sont pris toutes les options. Je voulais un audio guide, et je voulais une entrée avec un coupe-fil, et je sais pas quoi. En fait, si tu veux, ce qui est génial en France, c'est que t'as des mecs qui font la queue pendant 3 heures, qui passent 25 sas de sécurité, qui doivent démontrer 53 fois leur identité et l'âge du capitaine avec des billets à 50 balles pour aller voir la Joconde. Et t'as des mecs, en fait, ils montent sur des transpalettes, ils mettent des coups de scie circulaires et ils repartent avec les bijoux de la couronne, en fait, si tu veux. Donc il y a quand même un mélange des genres, si tu veux, dans le même musée, alors, qui est quand même incroyable. J'ai oublié son pseudo à lui, machin la doudoune ou je sais plus quoi là. Quoi? Attends, j'ai pas suivi cette histoire, t'as raté cette histoire. Non, j'ai raté ça. Parce que apparemment ce protagoniste qui a volé les bijoux du Louvre. Mais c'est pas plusieurs, parce que je crois qu'il y avait au moins un Algérien, un Malien et un troisième Gus non identifié. Attends, je cherche Doudoune Louvre. Doudou, pardon, c'est pas Doudoune, c'est Doudou Cross Bitume, le voleur présumé des bijoux. Mais Attends, mais est-ce que tu peux me trouver le nom du mec qui avait volé la Joconde au début du 20e siècle, l'Italien? Ah oui, juste pour qu'on compare le downgrade en fait entre Doudou Cross Bitume et ce mec là, le Ritalo là. Alors
Vincenzo Perugia. Perugia, voilà, ok, bah très bien, très bien. Bah écoute, si tu veux, le mec avait un vrai nom. Là maintenant, on est sur des mecs, c'est même plus. En fait, leur surnom a un surnom. C'est-à-dire que Doudou, c'est déjà un premier surnom, si tu veux, non, je le pense. Et après, il y a Cross Bitume, si tu veux. Apparemment, c'était Je suis au sol. un rappeur amateur qui faisait des petits freestyles tout en faisant des tours sur des crosses volées. Enfin, bref. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce lore-là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que lui, il a volé la couleur de tes yeux au moment où tu devais aller voir les Et œuvres d'art? étonnamment, je croise assez peu de Doudou Cross Bitume quand je vais dans des musées. Alors, je sais pas si toi. Oui, parce que tu vas pas au bon horaire. Fallait y aller à 7h du matin dimanche. Ouais. Là, peut-être que tu aurais eu quelque chose. Voilà, je peux pas te garantir. Non, mais en fait, ce qui est fascinant, en fait, c'est comme toujours en France, c'est le décalage entre tout ce qu'il faut faire officiellement et ce que se permettent des mecs qui vraiment ne respectent rien. En fait, le problème du droit, c'est qu'on t'assomme de normes et de trucs à valider, et qu'en même temps, ça ne sert qu'à alourdir la tâche des bons élèves qui feraient de toute façon preuve de respect, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas de loi, tandis que ceux que c'est censé mettre au pas se rebellent encore plus, n'en ont de plus en plus rien à foutre, et d'une certaine manière sont légitimés dans le fait d'en avoir rien à foutre par la lourdeur des règles qui sont mises en place. Voilà. Donc quelque part, tu vois, je n'arrive pas. C'est dramatique hein, pour la France, ce vol au Louvre, c'est terrible en termes d'image et tout, mais je n'arrive pas à ne pas me réjouir un petit peu de voir cet état moribond, obèse, s'étouffer dans ses propres règles et dans ses propres contradictions. Surtout que, alors je sais pas à quel point tu as suivi les détails de l'affaire, mais visiblement il y avait d'un point de vue informatique rien qui allait. La sécurité oui, était, j'ai vu le mot de passe, c'était Louvre. La sécurité était catastrophique. Globalement, enfin, je veux dire, c'est un peu à l'image de tout ce qu'il y a en France depuis quelques décennies, quoi. C'est qu'on te met des tas de portiques, des tas de trucs, ça donne l'impression que c'est un truc sérieux. Mais en fait, Ouais. le vrai taf de sécurité derrière, il est pas fait. Et donc, Non, mais il est pas fait, mais de toute façon, je pense qu'il est jamais fait. Enfin, tu vois, ma théorie, c'est que même les videurs, pas les videurs, mais les mecs qui font la sécurité, par exemple, je sais pas, dans les aéroports, dans les salles de concert, dans les trucs comme ça, bah, ils sont pas armés. Donc, en fait, si tu veux, enfin, ils savent pas, ils ont pas de protocole. Là, il y avait les mecs arrivent, ils garent. J'ai dit un transpalette tout à l'heure pour aller vite, mais non, mais c'est un espèce de bras, ouais, je sais pas comment il faut dire. Ouais, voilà. Un gros véhicule. Ce truc-là, normalement, si tu as un protocole de sécurité, tu vois ce truc qui appelle, il y a un mec qui passe un coup de toki pour dire bah excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr, enfin il dit pas excusez-moi, il dit ouais chef, c'est normal qu'il y a un gars qui soit arrivé avec ça, et là tout le monde lui dit non, et en fait à ce moment-là il y a le GIGN qui débarque dans les à peu près 4,7 secondes suivantes, en fait voilà, si 4,8 il commence à y avoir un problème hiérarchique en fait, si tu veux, au-delà c'est problématique. Donc là en fait qu'est-ce qui s'est passé, bah, il s'est passé que ça a été ni fait ni à faire, et je veux dire encore une fois il n'y a pas de responsable, c'est-à-dire que la directrice du Louvre a pas démissionné, en tout cas elle a présenté officiellement sa démission qui a été refusée, la directrice de la sécurité a pas démissionné, en fait personne n'a été exposé à des jets de tomates en place publique pour avoir fait ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ce pays en fait? oui, ça n'a aucun sens. Mais c'est un peu le. Comme tu cumules des tas d'échelons hiérarchiques, en fait, à partir d'un certain moment, il n'y a plus jamais de coup de pied au derrière qui est appliqué, en fait. Et Ouais. En fait, je sais plus si, je sais pas si l'info que je vais dire là est vraie, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que, tu sais, quand il y a eu un vol au Louvre quelques années plus tôt, là, donc c'était en 1973, pour le dernier casse au Louvre, ils étaient partis avec l'épée du sacre de Charles X, donc le sacre de 1827, hein, pour ceux qui savent. Et bah, donc c'était Pompidou à l'époque, qui avait demandé la démission du président, enfin du directeur du Louvre, et qui l'avait obtenu dans la demi-journée, si tu veux. Il me semble à une époque où il y a des SMS et des trucs comme ça, on devrait pouvoir faire battre le record de Pompidou. Tu vois, ça devrait être dans les 10 minutes. Ça peut se faire, tu vois, en procédure accélérée. Et voilà, non, mais parce qu'en fait, quand il y a un truc pareil, c'est qu'il y a une série de manquements extrêmement lourds de ce point de vue-là. Et qu'en plus, quand les mecs perdent une partie du butin sur le trajet, parce qu'en fait, si tu veux, quand Doudou Cross Bitume fait un braquage, c'est pas professionnel, tu vois. Donc en fait, ça a été ni fait ni à faire. Il y avait 50 milliards de manières de les arrêter en cours de route et ça n'a pas été fait. C'est le terrible. pire, c'est que moi, au début, quand j'en ai entendu parler, j'étais persuadé que c'était une équipe de mecs giga chevronnés avec 20 ans d'expérience. Tu sais, littéralement des anciens du GIGN qui se seraient reconvertis. Ouais. Enfin, tu vois, ce niveau-là, en fait. Et après coup, quand on a découvert petit à petit les profils, je me suis dit, mais en fait, c'est littéralement les mêmes gars qui tirent des PlayStation dans des valises en soute à Non, mais attends, Charles de Gaulle. attends, tu sais quoi?
J'ai vu passer un truc, je sais pas si c'est vrai parce qu'il y a tellement d'intox sur cette histoire, mais apparemment les mecs ne savaient même pas qu'ils étaient en train de braquer le Louvre. En fait, ils pensaient que c'était une annexe, un petit musée à côté du grand musée du Louvre, si tu veux. En fait, ils pensaient qu'ils étaient dans un autre truc, tu vois, parce qu'ils se sont dit ouais, mais il y a pas la Joconde, je comprends pas, tu vois, genre il y a pas des tableaux, tu vois. Non mais attends, le truc est hors du commun en fait. En fait, ça ne peut pas s'inventer. Tu sais, je sais que c'est Romain Gary qui faisait ça. Il se levait le matin, il prenait des carnets, il allait dans les cafés et tu sais, il écoutait les gens dire des conneries dans les cafés et il notait parce qu'il disait ça, je pourrais jamais l'inventer, c'est tellement cru en nature, tu sais, ça s'invente pas. Et en fait, là, il y a des trucs comme ça, j'ai envie de prendre des gros carnets, des gros carnets Moleskine et de noter toutes les conneries que je vois autour de cette histoire parce que ça a l'air d'être mais vraiment un appât à débiles mentaux, c'est d'une puissance incroyable en fait. Bon, et alors maintenant, comment tu expliques que Doudou Cross Bitume ne connaissent pas le Louvre? C'est ça la question qui va peut-être fâcher. Bah en fait, malgré tout ce que prétend le CNC dans les films qu'il finance avec mes impôts, les mecs, je sais pas d'où il vient, tu vois, mais bon, Doudou Cross Bitume, je présume qu'on n'est pas dans le 16e arrondissement, tu vois. Donc, je pars du principe qu'il a pas trop eu d'appétence culturelle. Ouais, tu veux faire un peu de sociologie, c'est ça? Tu veux nous parler de la position dans le champ de Doudou Cross Bitume? Il n'a pas eu d'appétence culturelle. Dis-le, c'est à cause des stéréotypes qui s'appliquent. Non, c'est pas ça. Bah écoute, je sais pas, puisque Napoléon était noir, puisque Hannibal était noir, puisque tu vois. Toi, t'as regardé les vidéos de Modin Malin, toi. Ouais, tiens, d'ailleurs, on peut lui faire un petit big up parce qu'il nous écoute régulièrement, ça je sais. C'est vrai. Bonjour et en plus, il a parlé de notre podcast, donc on lui dit bonjour, on lui envoie de la force. Et on lui dit de continuer à nous régaler avec ses vidéos. C'est vrai qu'il a fait quelques pyramides sur des délires dont j'ignorais l'existence. J'ai appris que les cheveux crépus, ça pouvait capter des énergies incroyables dans l'espace. Enfin, des trucs, je savais même pas que ça existait, mais bon. En fait, ce qui est incroyable dans sa série de vidéos, excuse-moi, on passe du coq à l'âne, mais dans sa série de vidéos, ce qui est incroyable, c'est vraiment le fait que tu te demandes est-ce qu'il y a plus que 3 personnes qui croient à ces conneries ou pas. Non mais c'est vrai parce que tu vois en fait c'est un peu comme avec les platistes, tu te dis c'est tellement débile qu'en fait normalement comme il faut être retardé mental pour y croire, tu te dis par définition ça peut pas concerner beaucoup de monde, et en fait tu te dis que ce qui est incroyable c'est que comme chaque village a son idiot et qu'internet connecte les idiots de tous les villages, tu sais c'est un peu marxiste, c'est idiot de tous les villages unissez-vous tu vois, et à la fin ça donne des espèces de délires comme quoi les blancs sont des noirs albinos, je sais pas quoi, enfin tu vois on a des trucs très étranges comme ça, franchement c'était passionnant à écouter mais en même temps un peu vertigineux parce que je me suis dit mais en fait je partage la même réalité que ces gens-là et pourtant j'ignorais de leur existence et je peux même pas concevoir qu'ils marchent dans des conneries pareilles, tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des théories platistes, si tu veux, qui à côté me paraissent presque crédibles en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, non mais blague à part, les platistes ont des meilleurs arguments que ces mecs là, parce qu'en fait l'argument de base du platiste c'est déjà la terre elle est plate, ça se voit bien, tu vois, alors que je suis désolé mais le noir qui sert d'antenne 5G pour capter la wifi de je sais pas quoi là, des vaisseaux spatiaux, si tu veux, en fait ça pour le coup ça se base vraiment sur aucune observation qu'un enfant ferait spontanément, tu vois, c'est un peu terrible quoi. Bon, revenons au musée. Toi, tu vas dans quel type de musée? Tu vas voir des expos, tu vas voir des collections permanentes plutôt? C'est quoi ta pratique des musées en général? Tu y vas que quand tu es à l'étranger? Tu y vas en France aussi? Alors écoute, je vais te dire un truc, moi tu sais, j'ai toujours été à Paris, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, et en fait comme tous les Parisiens, j'ai beaucoup tardé à aller à certains musées pourtant emblématiques. Je crois que j'étais déjà majeur la première fois que je suis allé au Louvre, tu vois, pour te dire par exemple. Voilà, ça m'empêche pas d'y être allé pas mal de fois, notamment à l'époque où c'était gratuit, parce que il faut quand même leur reconnaître ça. Il y a la version gratuite pour les, je crois que c'est moins de 25 ans. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. C'est peut-être 26 maintenant, mais j'ai un léger doute. En fait, à 25 ans, c'est terrible parce que tu perds tous tes avantages d'un coup, c'est infernal. Mais il y avait ce truc-là, et du coup, tu peux faire des petits passages au Louvre ou des petits passages au musée d'Orsay. Ça pour le coup je l'ai beaucoup fait, y compris quand j'étais gosse, d'aller au musée d'Orsay. C'était franchement excellent parce que quand tu peux rentrer sans faire la queue et sans payer, en fait ce qui se passe c'est que tu vas pas forcément pour une longue durée au musée, et donc tu peux y aller pour regarder une salle, une époque, voir un tableau, revoir un tableau, une sculpture si tu veux, et c'est exactement ce qu'il faut faire parce que le problème du Louvre c'est un peu le problème que j'ai eu aussi quand je suis allé dans des musées à Londres ou quand je suis allé dans des musées très en copieux, Italie, etc. c'est ça que tu... c'est ça, c'est impossible de tout voir. Je sais plus, il y avait des gens qui avaient calculé que si tu passais 10 secondes par œuvre au Louvre,
il te fallait quand même genre plusieurs journées entières de 24 heures, tu vois, pour tout voir. Donc c'est-à-dire qu'en gros, même en n'accordant que 10 secondes, alors évidemment 10 secondes sur une petite cuillère araméenne, tu vois, ou babylonienne, ou je sais pas quoi, bon, ok, tu t'es pas obligé de passer 10 secondes là-dessus, mais il y a des tas de toiles qui méritent largement plus que 10 secondes et sur lesquelles tu peux pas t'arrêter, t'as même pas le temps de... Et puis t'es tellement gavé d'images en continu que tu n'arrives même plus à percevoir ce que tu es en train de voir. Tu fais plus la différence entre une scène biblique et une scène comment dire, de la vie ordinaire. Tu fais plus la différence entre un Hollandais, un Italien. Enfin, au bout d'un moment, tu es complètement submergé par le truc. Donc, je pense que la bonne pratique du musée, enfin, c'est mon sentiment, c'est qu'il faut y aller par petite dose, par petite touche. Mais alors, évidemment, à 19 ou 20 balles le billet, c'est un peu compliqué de défendre ça. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'au début, c'est un peu comme la conduite, tu sais. Genre, la première fois que tu conduis, une demi-heure de conduite entière, ça te paraît très long. Genre, tu t'es fatigué, tu n'as plus d'attention, voilà. Et puis petit à petit, tu t'habitues et tout, et puis après, c'est bon, tu es capable de faire 1 heure, 1 heure et demie, et au bout d'un moment, c'est bon, 2 heures, c'est ok, et puis avec un peu plus d'expérience, peut-être tu arriveras à faire 3 heures, 4 heures, etc. Et je pense que big up à tous les darons qui font des 9 heures de suite pour pas rater, tu sais, sans s'arrêter pour manger, tu sais, ils mangent au volant parce qu'en fait ils veulent pas griller un jour de congé en plus pour le trajet, tu vois. Les mecs en fait, sont déjà des esclaves, donc en fait ils ont dit non, je vais être libre, tu vois. Moi j'avoue, je fais parfois ça m'arrive de faire des longs trajets, genre des vraiment longs trajets, plutôt genre 8 heures quoi. Mais en fait, je le découpe en tranches de 3 heures parce que sinon. T'as un conducteur responsable qui s'arrête toutes les 3 heures. Au bout d'un moment, en fait, je sens ouais. que mon attention elle descend aussi, quoi. Donc je m'adapte en fonction de ça. D'ailleurs, on en parle jamais, mais les voitures électriques, tu sais, vu qu'il faut faire des pleins électriques assez régulièrement, en fait, ça oblige les gens à s'arrêter là-dessus. Et alors, je trouve ça un peu énervant de devoir s'arrêter, je pense, quand on conduit. Mais par contre, c'est au moins en termes de respect des normes de sécurité, t'es bien, parce que je pense pas que tu puisses rouler plus de 4 heures sans faire un plein. Je pense pas, non. Ouais. Après, moi dans l'absolu, je considère que c'est chacun il gère un peu comme il veut, tu vois. Je vais pas imposer par défaut que tout le monde s'arrête toutes les 3 heures. T'as des gens qui ont une résistance énorme et qui sont capables d'enchaîner 5 heures d'affilée. Et t'as des gens dont c'est le métier. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas tous les mêmes voitures, donc il y a des voitures qui sont plus confortables et il y a certaines voitures, tu peux faire 4 heures, ça va. Puis il y en a d'autres, honnêtement, au bout de 2 heures, t'en as déjà marre, donc... voilà, il faut accepter ça. Mais bref, pour revenir au musée, je pense que le début, c'est une phase un peu d'adaptation parce que y a tout un équilibre à trouver au début sur est-ce que j'ai envie de lire tous les petits panneaux qui sont à côté des œuvres ou pas. Faut jamais les lire ces trucs-là. Enfin, ou alors vraiment en diagonale, quoi. Parce que sinon, tu finis par lire tellement la description, tu sais plus ce qui se passe sur le tableau, quoi. C'est un truc qui te perd. Moi, je considère que la meilleure manière en fait de faire, c'est de voir si l'œuvre elle-même t'appelle. Et si l'œuvre t'appelle, si tu te sens, si tu te dis waouh, ce truc m'intéresse, tu lis, tu vois. Si tu ressens rien devant l'œuvre, c'est pas la peine de passer 10 minutes à lire le truc à côté. Mais c'est mon avis, après, bon. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, on reboucle un peu sur ce qu'on avait dit, je crois, mais c'est dans le dernier podcast qu'on avait dit ça. Putain, c'est incroyable, il y a une cohérence dans notre pensée, qui l'eût cru. Où, tu sais, je disais, en fait, on peut être attiré par quelque chose parce qu'on le trouve beau, ou alors parce qu'on le trouve agaçant. Et en fait, il faut voir si l'œuvre provoque quelque chose chez toi. Si tu as une envie, soit parce que tu la trouves particulièrement belle, soit parce que tu la trouves tellement énervante, voire tellement repoussante que t'as envie d'en dire quelque chose. Mais c'est ambigu, tu vois, le rapport à un tableau qui t'intéresse. Et parfois, c'est même un détail, un truc dessus. Tu sais, par exemple, dans la salle au Louvre où il y a la Joconde, il y a un tableau à côté, c'est le portrait d'un jeune homme italien. Il est à droite de la Joconde, je crois, quand on est face à la Joconde, si je dis pas de bêtises. Ce tableau, il te dira rien. Je connais même pas son nom, je sais même pas s'il a un titre bien défini, ce tableau. Mais ce tableau, c'est le tableau préféré de Marcel Proust. Marcel Proust adorait ce tableau au Louvre et il venait au Louvre pour voir ce tableau et pour revoir ce tableau. Et en fait, je crois que le détail, si je dis pas de bêtises, qui lui plaisait particulièrement, c'est que le jeune homme tient un gant dans la main et le gant était particulièrement au goût peint d'une manière qui plaisait à Marcel Proust. Voilà. Donc c'est pour dire que parfois c'est vraiment un détail sur un tableau qui peut capter l'attention des gens et leur plaire particulièrement. Et c'est là où il y a quand même une dimension très personnelle dans le rapport à l'art, au-delà de la maestria technique, quoi. Voilà. Mais après, tu as des œuvres qui vont te parler effectivement pour des détails, tu as des œuvres qui vont te parler parce que elles ont des couleurs particulièrement vives
où il y a quelque chose qui t'appelle en fait. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve que typiquement sur les peintures flamandes, tu peux vraiment avoir des moments où tu te dis waouh, c'est incroyable. Tu as des tas de petits détails, tu as des tas de trucs qui sortent de Ouais, tout à partout. fait. C'est... Ouais, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, même parfois, t'es attiré par des trucs, euh, franchement, techniquement, pas impressionnants, mais qui te marquent, tu vois. Et tu vois, je te donne un exemple, mais il y a des tas de gens qui critiquent Picasso, par exemple. Et je suis pas un fan absolu de Picasso, hein, mais il y a des formes chez Picasso, il y a des recherches qui peuvent être captivantes, voire même parce qu'elles vous agacent, en fait, que vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout, mais en même temps, t'arrives pas à t'en décrocher, tu vois. Je me souviens, en étant gosse, avoir été vraiment captivé, mais même subjugué par des peintures de Miro. Pour ceux qui voient, c'est vraiment de l'abstrait avec des formes, on est sur du espèce de Kandinsky revisité. Et c'est en fait, c'est un sentiment très très particulier parce que tu sais que tu pourrais le refaire techniquement avec les mêmes outils que lui, tu vois, il n'y a pas besoin d'un brio. Et en même temps, le fait qu'il l'ait fait et que ce soit aussi agréable à regarder provoque un espèce de hiatus un peu bizarre dans ta tête, tu vois. Et ça, c'est un phénomène. Enfin, il faut apprendre à domestiquer et à dompter, même je dirais, ce sentiment pour vraiment apprécier le passage au musée. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, tu es peut-être plus classique et Non, plus non, technique dans ta choses, mais il y a des trucs que j'apprécie aussi parfois chez certains artistes qui sont. Enfin, que tu vois, sur le papier, je me dirais pas spontanément je vais apprécier, mais en fait, je trouve que ça ouais, c'est marche. ça. Et juste quand ça marche, Ouais, c'est super. Moi, typiquement, ce serait Brancusi pour les ouais. Français. Je trouve qu'il a parfois des formes très épurées, des Mm. têtes. Je me rappelle en particulier de Ouais. ces têtes, des espèces quasiment de ballons de rugby dorés, avec des arcades sourcilières et un nez. Et franchement, c'est super épuré. Et juste, ça rend super bien. Enfin, quand t'es devant, tu te dis waouh, Ouais, c'est ouais. vraiment magnifique ce truc. Bon, Bah, tu sais, on a beaucoup, enfin en France, on s'est beaucoup excité sur Pierre Soulages, par exemple. ouais. Pierre Soulages, moi je trouve ça nullissime, hein, je le Mhm. dis très clairement. Pareil. Pierre Soulages, c'est un mec qui peignait que en noir avec en fait des espèces de dégradés de teintes et un travail sur la texture, y compris sur la toile. Donc en fait, c'était assez particulier. Il est mort plus que centenaire. Et comme c'était l'artiste officiel de l'Aveyron, en gros, il y avait un musée Pierre Soulages à Rodez, hein, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bon, je trouve ça nullissime. Mais y a des gens à qui ça doit parler exactement pour les mêmes raisons que j'ai évoquées là, parce que c'est pas brillant techniquement, c'est qu'il y a un concept, tu vois. C'est comme Le le bleu clin bleu aussi, clin. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. Voilà, c'est l'exemple tarte à la crème, mais c'est vraiment des gars qui ont fait quelque chose. Et ça s'est posé comme un peu comme une marque en fait, si tu veux. Tu regardes ça. Bon, je sais pas si on pourrait s'en contenter, tu vois, de toute une vie artistique et toute une vie esthétique sur ça. J'en doute fortement, mais par contre, il y a peut-être quelque chose qui peut plaire à certaines personnes. Moi personnellement, ça me laisse complètement de marbre, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Soulage, non, ouais. Pierre Soulages, tout est dans le nom pour moi, hein, Mais si tu même veux. Klein, Il y a hein, un côté franchement, tir à la moi, chasse. Enfin, je veux dire, Ouais, quand pareil. tu vois un truc, on te dit ah ouais, il y a une nana à poil, elle est venue là, elle s'est trempée dans le bleu là, et elle s'est collée contre la toile. Bon, ok, d'accord. Ah ouais. Ok, C'est- d'accord. Qu'est-ce que j'en Ouais. fais en fait? Merci, merci pour l'info. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Alors, ça, c'est un truc qui est super perturbant aussi quand tu commences à t'intéresser à l'art, c'est le rapport à la nudité. En fait, les mecs foutent des nanas à poil partout, hein. C'est quand même le grand concept de l'art à travers le temps, c'est que c'est une énorme excuse de la part des artistes pour se taper leur modèle, hein. Ça, c'est vraiment la base de la base. Oula, Je sais pas si tu veux faire une oula. analyse là-dessus, mais t'as un truc génial, c'est chez Delacroix. Tu sais, Delacroix, à partir du moment où il a 23, 24, 25 ans, il commence à être un peu connu. Tu sais, il y a de plus en plus de moments où il peint des meufs alanguies, allongées sur des divans, etc. Des Voilà, odalisques quoi. lascives, ouais, des odalisques exactement, en mode lascive, Mhm. etc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que au début, il les peint de façon super détaillée, de façon très voilà. Puis de plus en plus, c'est de plus en plus rapide. Parce qu'en fait, on sent que le mec il est de plus en plus pressé de finir pour aller vite tirer son coup, tu vois. Et à la fin, je te promets que c'est vrai. À la fin, il peint plus que le lit. La meuf est même plus dessus, en fait, si tu veux. En fait, on dirait un cartoon, tu vois. C'est quoi, la première, elle est vraiment très bien dessinée. La deuxième, moyennement. La troisième, c'est juste esquissé. Et la quatrième, c'est juste le lit, tu vois. Vraiment, le mec n'en a plus rien à faire. Voilà, il y a une espèce de frénésie lubrique qui se met en place là-dessus. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Quand tu connais un peu la vie du personnage derrière. Mais voilà. Bref, je reviens un peu là-dessus. Tu voulais parler un peu de sociologie. Alors, est-ce que tu veux qu'on reboucle un peu là-dessus? Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que de par le monde, les boomers envahissent les musées? Est-ce que de par le monde, il y a des doudous cross-bitume qui se prennent de passion pour le sfumato? Enfin, dis-nous un peu Alors, tout, quoi. écoute, franchement, je pense que les boomers, c'est un peu, enfin, c'est un peu le cas partout, dans une certaine mesure. Je pense qu'il y a un âge pour lequel ça coïncide assez bien avec la fréquentation des musées. C'est l'âge où les grands-parents font visiter des musées à leurs petits-enfants. Je crois que ce truc-là, Ouais, c'est un délire assez si encore ils le font. universel en Occident.
Bah, s'ils le font, hein, parce que regarde, maintenant on a plein de trucs sur les nouveaux grands-parents qui veulent Eh ben voilà, justement, en fait, c'est ça le catch de l'histoire. C'est que en France, comme l'essentiel de nos boomers, spécifiquement les boomers parisiens, n'ont pas de gamins, justement, en fait, eux sont les seuls à l'échelle mondiale à ne pas ramener des gamins pour les faire visiter. Et c'est là aussi où, quelque part, je comprends pas très bien ce délire en fait franco-français où t'as des vieux, t'as l'impression qu'ils se précipitent, tu sais, ils ont 80 ans, ils se précipitent à l'ouverture de l'expo de je sais pas quel artiste, et t'es là, tu te dis, mais enfin, vous avez votre temps, enfin, pourquoi vous vous précipitez le jour de l'ouverture en fait? Parce qu'il a pas son temps, justement. Ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, à partir de son âge, chaque matin quand tu te lèves, c'est comme si tu faisais un lancer de dés de chance, et si tu fais un échec critique, tu meurs en fait. Donc si tu veux, t'es toujours à un lancer de dés de la mort. Non, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. Après, moi je pense qu'il faut quand même faire un peu. Là, il va falloir parler un peu du physique en fait, si tu veux. Vas-y. Tacter sur le physique. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, t'as les petites boumeuses. Tu sais, avec des petits carrés, cheveux blancs, grosses lunettes rouges. Oui, je vois très bien ce style. En fait, on dirait, tu sais, souvent elles ont des un peu sèches, genre un petit peu osseuse, quoi. Tu sens que... Ouais, alors, soit un peu osseuse, soit un peu trapu, il y a les deux versions. Par contre, généralement, elles s'habillent dans des tenues, si tu veux, dont les couleurs, en fait, font pâlir les couleurs des nymphéas de Monet, si tu veux. Tout à fait, et en fait, t'es là, en fait, elles ont des dégaines. Tu sais de quoi elles ont des dégaines? Elles ont des dégaines de dendrobates. Les dendrobates, tu sais, c'est les petites grenouilles venimeuses d'Amazonie, là. Tu sais, qui sont genre, des couleurs genre rouge, jaune, violet. Et comme les dendrobates, c'est des espèces de supra-prédateurs, là, tu vois, qui t'empoisonnent, en fait, ta visite au musée, parce qu'en fait, elles se mettent juste devant, et en fait, elles ont en fait, ton œil ne peut pas capter la couleur du tableau, parce que il y a trop de. Tes cônes étaient bâtonnés, là, ils sont excités par comment dire, la débauche de couleur de la boumeuse qui fait tout pour qu'on la remarque, tu vois, genre vraiment la meuf est en recherche d'attention absolue. Donc ça c'est la version féminine. Sachant qu'elle rajoute mais t'as la version masculine. Des commentaires. N'oublie pas que l'essentiel de l'activité de la visite d'une expo ou d'un musée pour une boumeuse, c'est de commenter et de débriefer les tableaux. Ouais, tu trouves pas là quand même que ce trait de plume est un petit peu trop insistant là sur les angles? Et t'es là, tu fais non mais pousse-toi, j'ai envie de voir en fait. Ouais, non, mais t'as raison, t'as tout à fait ça. Alors, puis surtout, elles prennent leur smartphone, tu sais, elles l'ouvrent. Déjà, elles l'ouvrent avec l'index, pas avec le pouce, déjà, parce qu'en fait, si tu veux, elles sont nées. Enfin, elles avaient 20 ans quand les Beatles en avaient 25, donc si tu veux, en fait, le smartphone n'est pas compris dans leur package, tu vois. Et après, elles prennent en photo des tableaux que tu peux trouver en bien meilleure qualité en 2 clics sur internet, tout en levant leurs bras, parce qu'en fait, à la limite, elles sont petites, tu vois. Donc nous, en tant que comme nés après 1980, si tu veux, on est plus grand et on voit par-dessus leur tête. Sauf que non, parce qu'en fait, elles lèvent leurs bras pour bien prendre chaque putain de tableau et chaque angle, de façon à bien te niquer ton expérience vraiment jusqu'au bout. Et le pire, c'est que tu vois au moment où la photo est prise que ce sera horrible, tu vois. C'est genre tu vois que ça bave dans tous les sens. Non mais en fait à partir du moment où j'ai une espèce de meuf déguisée en dendrobate qui prend des photos au Louvre, si tu veux, je sais que la qualité va pas être au rendez-vous. Mais ça, en fait, là ça fait 5 minutes que je tape sur les meufs, mais il y a les mecs aussi, parce que t'as les mecs. Alors les mecs, il y a plusieurs catégories. T'as le boomer croulant en impair, tu sais, avec un fauteuil roulant si possible. Alors même pas forcément le fauteuil roulant, parce que il peut être juste mou, il a l'air d'être hagard. Tu sais, il passe 10 minutes à regarder. Tu crois qu'il regarde un tableau, en fait il regarde le poteau, tu sais, qui est posé devant le tableau avec la petite cordelette pour pas approcher. En fait il a pas compris qu'il y avait un tableau derrière. C'est tellement le mec est complètement défoncé, tu vois. Il a trop joué en mai 68 et il est parti. Moi mon profil préféré c'est le mec faussement flamboyant, un peu à la Dominique de Villepin. Tu sais, genre le... Ah oui, avec des cheveux de riche sur la tête. En fait, le mec, tu sais pas s'il fait un discours avec lui ou si il va visiter. C'est exactement ça. Il va regarder la Joconde avec toi, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Je vois très très bien. Et t'as une autre version aussi. Alors ça, c'est ce que j'appelle le restaurateur, mais pas restaurateur au sens le mec qui refait des tableaux. Hein. Restaurateur au sens le mec qui a 3 restaurants, tu vois, et qui les fait tourner en votant Macron, tu vois. Le mec, il a une doudoune sans manche, ce fils de pute. Déjà, doudoune sans manche pour moi, t'es un fils de pute. Déjà, ça c'est 10. On va pas perdre plus de temps. Voilà. Et ensuite, il a souvent des grosses lunettes. En fait, il a un peu la dégaine de Pascal Pro. Voilà, pour aller très très vite là-dessus. Il ressemble à Pascal mais avec Pro, une bedaine qui dépasse et qui en fait l'empêche de s'approcher de trop du tableau. C'est-à-dire que lui, il a une sorte de protection automatique pour ne pas toucher le tableau. Ouais. C'est sa bedaine, tu vois.
Ouais, exactement. Et ce mec-là, il a une pampare de bâtard. En fait, il a mangé toutes les subventions de la France depuis les 30 Glorieuses. Si tu veux, la dernière fois qu'il a vu son zob, en fait, on était en ancien franc. Donc, en fait, le gars est devant le tableau comme ça. Et en fait, si tu veux, t'as des. Parce que ça, c'est chaque Pokémon on a un peu présenté là séparément. Mais tu sais, t'as le côté fusion polymérisation où ils se mettent ensemble. Et en fait, ils ont des interactions ensemble et ça devient de plus en plus pénible. Tu sais, t'as par exemple la meuf qui essaye de parler à son mari grabataire à côté, mais le mec, il est en train de sucrer les fraises depuis 10 minutes, donc en fait elle lui répète la même phrase en boucle et lui il comprend pas en boucle en fait. Donc si tu veux, t'as des trucs comme ça. T'as aussi le mec qui fait des grands discours en gesticulant, en essayant de donner son interprétation de l'art en mode Dominique de Villepin, avec à côté son parterre de zoulettes du 3e âge qui sont captivés, tu vois. En fait t'as des trucs comme ça et toi t'es juste au milieu, tu te dis putain en fait il me faut 4 heures de travail pour financer ce billet, tu vois, parce qu'en fait la France est devenue un pays du tiers-monde et en fait je suis emmerdé par Christine et Jean-Paul, tu vois, ou Jean-Michel, qui sont venus à la même heure que moi. Voilà, Bernard et Chantal. Ouais, ça peut être Bernard et Chantal aussi, tu vois. Voilà. De toute façon, si tu veux, en fait, à un moment donné, il faut être radical. Tout à l'heure, tu disais arrêter les tarifs seniors à des horaires où les autres peuvent venir. Moi, je pense qu'il faut présenter une carte d'identité pour rentrer au musée. Et en fait, si tu as plus de 65 ans, tu rentres pas aux heures où en fait il y a que les actifs qui peuvent y aller. Les heures et les jours, en fait, si tu veux. Voilà. Tu vas pas au musée le samedi. Ou alors tu as une dérogation spéciale. Si tu peux prouver que tu as des petits enfants avec toi, c'est bon. Ouais, c'est exactement. Non, mais exactement. Ou alors tu peux prouver que tu as toujours une activité professionnelle voilà, ou tu peux prouver que tu n'as jamais voté François Mitterrand. Voilà, enfin, je sais pas, tu trouves quelque chose, tu vois. Mais globalement, ouais, voilà. Je pense qu'il faut être vraiment plus radical que ça. C'est terrible. Vraiment, je compte pas le nombre de visites de musées. Alors, il y a une petite spécificité aussi que j'ai notée dernièrement, mais peut-être que ça pas. Enfin, ça dépend peut-être des musées aussi. C'est l'irruption de la technologie comme bouleversement de la visite du boomer. C'est-à-dire que oh putain, le concept sociologique. Précédemment, les musées, c'était un truc relativement simple. Tu rentrais, tu avais des petits cartons et c'est tout en fait. Voilà. Mais maintenant, de plus en plus, tu as des espèces de petits ajouts numériques. Et alors là, on demande aux gens de scanner des QR codes, de taper sur des audioguides, voire même d'avoir de la réalité augmentée, des trucs complètement foufou. Et ce machin a l'art de compliquer les choses pour les boomers. C'est un massacre. Et si tu veux, les actifs qui sont autour en subissent indirectement toutes les conséquences. Parce que le boomer qui ne comprend pas comment scanner un QR code en dessous d'un tableau pour voir la légende ou la notif, en fait, il y a 10 actifs derrière qui sont là en train de dire mais est-ce que j'ai le droit de voir moi aussi? Ouais. Non, c'est terrible. En fait les musées, par certains aspects, deviennent une allégorie de la France. C'est-à-dire que la beauté est prise en otage par des vieux qui sont lents, mous et tout puissants. Et pendant que derrière chaque vieux, oui, c'est ça, exactement. Et pendant que derrière chaque vieux, t'as des jeunes en fait qui feraient les trucs 10 fois mieux et qui sont empêchés de faire par l'existence de cette racaille boomeresque. Voilà, donc c'est absolument effarant. Et tu sais, le plus effrayant, c'est que j'ai l'impression que ça, pour le coup, que c'est quand même assez français. Enfin, je suis allé au musée dans quand même pas mal de pays européens et j'ai jamais vu à un tel niveau ça ailleurs qu'en France. Alors, peut-être dans les pays que j'ai pu visiter, franchement, les Français sont systématiquement dans le top 3 des nationalités en matière de visite de musée. C'est genre un délire français déjà de base. Oui, tout à fait. Et c'est assez spécifique sur cette population qui, en plus, souvent, si tu veux, c'est quand même un peu, on va pas se mentir, des anciens profs à la retraite qui ont un avis sur tout. Et donc, si tu veux... Et un avis de merde en plus. C'est souvent ça, pénible en fait. Et donc, big up à tous les guides touristiques qui font visiter des néo-retraités dans des super musées ou des super trucs et qui se tapent 17 000 questions complètement débiles juste parce que, en fait, t'as des gens qui ont envie de donner leur avis sur tout, quoi. Et ouais, en fait, tu sais, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle quand je suis... T'as Illusion perdue, qui est sorti donc Balzac, et qui est sorti au cinéma 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, je suis allé le voir au cinéma. Et en fait, je me retrouve au cinéma, et en fait, à côté de moi, enfin pas directement à côté de moi, mais genre à 2 mètres de moi, sur la rangée de derrière, il y avait une ancienne prof de français. Je te jure, elle avait la dégaine d'une ancienne prof de français. Elle avait des Birkenstock déjà, enfin enculé, qui va au cinéma avec des Birkenstock, tu vois. Et en fait, dès que t'avais une micro-blague dans le film, elle s'esclaffait, mais tu sais, au-delà de toute retenue. Tu sais, c'était pas genre tout le monde rigolait un peu, tu vois, mais elle était tu vois, comme ça. Et en plus de ça,
dès que t'avais un truc qui s'éloignait du bouquin, C'était celle qui c'était la disait gardienne. c'était mieux le livre. Non mais ouais ça, en fait non, elle dit pas comme ça, mais tu sais, tu sentais que, tu sais, je la sentais tiquer à travers le siège en mode non mais ça c'est pas comme dans de mon souvenir de lecture, quand j'ai passé l'agrégation de lettres, ça se passait pas comme ça. Et en fait si tu veux, ils sont insupportables parce que c'est la même chose en fait au musée, c'est la même version, où ils se repaissent de leurs petites anecdotes, de leurs petites visions sur le truc, etc. Alors qu'aucune génération n'a moins compris la transcendance et donc moins compris l'art que la génération des boomers dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les mecs du paléolithique avaient une vision peut-être plus naïve de l'art, mais elle était plus grande que celle du boomer. C'est quand même effrayant, quoi. Ouais, ça se voit beaucoup dans les sections qui sont un peu mal aimées par les boomers, au premier rang desquelles la section art chrétien, art médiéval. Ouais, Dès que tu as tout à des fait. descentes de croix, les boomers sont plus là. Ils disparaissent. Oui, ça. Oh, d'un coup, tu peux avoir accès. Oh, alors. Voilà, là, Oh, comme là, c'est là, bizarre. c'est ok. Par contre, tu veux aller faire le musée du Quai Branly, tu vas voir des masques africains qui sont constitués d'une planche avec 2 trous. Là, tu peux être sûr. On est. Est-ce que t'avais suivi l'histoire du tabouret du roi du Dahomey, là, je sais pas quoi? Est-ce que tu vois de quelle histoire je parle ou crois pas? que je vois, ouais. En gros, Raconte-la c'était. pour les Je sais gens même parce qu'ils vont se Mais marrer. j'ai plus les détails, mais en gros, pendant la colonisation, alors je sais même plus la faute de qui c'était, mais on va dire que c'est la faute des Français. Ils avaient pillé le trésor du roi du Dahomey. Le Dahomey, si je dis pas de bêtises, c'est pas loin de l'actuel Sénégal. Si je dis pas de Je bêtises, crois que c'est ça, ouais. vous me corrigerez, hein, si je dis une bêtise. Et en gros, ils avaient piqué le trône du roi du Dahomey. Mais en fait, frérot, c'est un tabouret Ikea design. En fait, hein, concrètement, vraiment, faut pas imaginer un truc. Il y a pas une pierre précieuse. Enfin, c'est vraiment un tabouret poli. Voilà, c'est bon. C'est un objet qui peut avoir un sens, comment dire. Je sais pas comment dire, un sens symbolique, intéressant. Tu vois, si demain, enfin, j'ai vu dans un musée, par exemple, la coiffe de Napoléon qu'il portait à Waterloo, c'est pas un objet qui est incroyable en soi, c'est juste qu'il a une valeur historique incroyable. Donc ça, je peux comprendre. Mais si tu veux, ce qui était incroyable, c'est qu'il y a une espèce de battage médiatique parce qu'il a été rendu en grande pompe à l'Afrique il y a quelques temps, et qu'en fait, vraiment, c'est un tabouret, mais vraiment c'est l'objet le plus basique qui soit, et on te l'a présenté comme une espèce de chef-d'œuvre de l'art africain, comme une espèce de pièce surtravaillée, etc. Et je crois que ça ne rend pas du tout hommage à des belles choses qu'on peut trouver en Afrique et dans l'art africain, que de présenter ça comme le trésor national de je sais pas quel pays, tu vois. Enfin, tout ça était assez ridicule. Voilà, je sais pas si je te l'ai bien résumé, désolé, il y a beaucoup d'approximations, j'ai un peu oublié les détails de l'histoire, mais les gens nous corrigeront en commentaire, je leur fais confiance. Oui, non, et puis je suis sûr que les gens sont tous des passionnés d'art primitif, donc forcément on va avoir des explications très complexes. Peut-être Doudou Cross Bitume, tu vois, on sait pas, peut-être qu'on peut avoir quelque chose. Mais c'est vrai qu'effectivement, le boomer a été tellement habitué à détester sa nation et sa culture et son histoire, qu'en fait il en est venu à aimer à peu près n'importe quoi qui est le plus exotique et le plus extra-européen possible. Donc la fascination pour le quai Branly, ou quai Branlette pour les intimes, est amplement présente dans ses priorités. T'as c'est clair ça, net. et honnêtement, t'as l'équivalent, ça fait quand même quelques années, quand tu regardes un petit peu, même tu vois, dans le monde des ventes aux enchères, qui sont aussi peuplés que de boomers. On pourra en parler dans un autre podcast si vous voulez. Ouais, Des ventes aux enchères, c'est tout un à fait. truc Oui, intéressant ça. Gros sujet, ça, que je trouve un peu méconnu et en même temps super intéressant. Si vous voulez faire de la sociologie pour de vrai, allez-y, parce que vous allez apprendre plein de trucs vraiment, sur la vie. vraiment. Ouais. Et dernièrement, il y a un délire sur tout ce qui est art vietnamien. Voilà. Alors tu sauras, mais genre de l'art vietnamien, des peintures du 20e, quoi. Hein. Et un petit peu aussi pays de l'Est. J'ai l'impression que l'art russe, roumain, polonais, hongrois, tu vois. Parce qu'il doit y avoir un marché, hein, j'imagine que. Bien sûr qu'il y a un marché. Tous les événements, non mais tous les événements qui se passent en Ukraine aujourd'hui, tu dois avoir des tas de trucs qui ont été pillés dans des églises qui doivent se retrouver, en deuxième, troisième main. Alors dans des collections c'est pas privées. exactement ces trucs-là qui sont vendus, c'est plutôt en une sorte de post-impressionnisme. Voire du léger cubisme ou fauvisme en fonction. Ah ok, d'accord. Des trucs plus récents. Plus récents, ok, Et, d'accord. En fait, tu as des délires comme ça, et là en ce moment c'est ça. Et alors, tu peux te retrouver dans une salle de vente aux enchères où tu vas avoir plein de boomeuses qui sont là pour acheter un tableau d'un obscur vietnamien qu'elles ont probablement découvert la veille sur Google, tu vois. Et il y a des trucs comme ça, c'est fascinant. Et je veux dire, c'est le pendant du Quai Branly version, on va dire, art contemporain, quoi. Donc,
En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours eu, il y a eu depuis longtemps, en tout cas en France, un parti de gens qui s'intéressent à de l'art très exotique. Je cite un exemple très connu, mais c'est Malraux qui était littéralement fait de la tôle quand il était jeune pour avoir trafiqué des antiquités khmers. Ouais, c'est pas tout à facile à fait. prononcer. Antiquités Ouais. khmers. Et qui, d'ailleurs, en plus de les avoir trafiqués, avait vraiment une certaine culture justement sur le matériel en question. Donc ça c'est un truc assez ancien, mais ce qu'on voit c'est que aussi avec l'émergence des pays de nouveaux pays, de nouveaux acteurs économiques, on voit des grandes fortunes arabes ou d'Extrême-Orient notamment, ou même africaines, acheter des œuvres d'art de chez nous. Alors évidemment il y a le Louvre à Abu Dhabi, mais même tu vois concrètement, si on ne retrouve pas les bijoux de la couronne là, qui ont été volés au Louvre, c'est pas parce qu'ils ont été fondus, je sais pas quoi, parce que sinon tu vas braquer n'importe quel détaillant d'or ou n'importe quelle bijouterie, et tu ressors avec plus de pognon que ça. Donc en fait, s'ils l'ont fait et qu'ils arrivent à l'écluser, c'est forcément parce qu'ils l'ont vendu à quelqu'un, et c'est pour des grands collectionneurs américains, sud-américains, africains, asiatiques, arabes, peu importe où ils sont, mais c'est forcément pour quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grand, peut-être c'est un effet de la mondialisation, mais à très haut niveau, une espèce de grand mélange. Les esthètes se passionnent pour les cultures exotiques, etc. Voilà, ça me laisse un peu dubitatif, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène. Je sais pas si tu verras les choses Ouais, comme moi, ouais, mais... non, si je suis assez d'accord dans l'ensemble. J'ai l'impression que les Asiatiques adorent la culture européenne en général. C'est Ouais. d'ailleurs pas pour rien qu'on a autant de Chinois et de Japonais qui se précipitent à la fois pour voir des opéras, pour voir des ballets, pour voir des musées. Il y a un vrai Ouais. engouement pour ça. Euh, Après, ils rêvent de la France telle qu'elle n'est plus aussi, ouais, c'est ça. c'est Je sais pas ça. si tu sais, mais l'ambassade, ça c'est un truc de fou, mais l'ambassade du Japon en France a un service dédié au rapatriement sanitaire des Japonais qui sont en choc parce qu'en fait ils arrivent à Paris, ils C'est s'attendent pas à le tomber syndrome de à Tokyo, je Melipula. crois, ou je sais plus. Ouais, et ils arrivent à putain comment ça s'appelle, ils arrivent à Barbès-Rochechouart là, ou à la Chapelle ou à Stalingrad là, et ils arrivent sur la colline du Crac si tu veux, avec en fait des Afghans qui chient par terre si tu veux, et en fait les mecs en fait si tu veux ils hésitent entre se faire seppuku et en fait juste mourir naturellement. Et tout ils de sont suite, là, tu ils vois, font voilà. la recherche du temps perdu, Proust. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, si tu veux, c'est bon, cet accent raciste n'engage que toi, mais par contre, en revanche, ce qui engage la communauté japonaise, c'est qu'en fait, tous les ans, ils doivent rapatrier des dizaines de leurs contemporains et de leurs contemporaines qui n'arrivent pas à supporter la désillusion par rapport Bah, à, bien sûr. voilà. Et il paraît qu'en France, on a ça, nous, avec l'Inde. Ah, bah, l'Inde, ah il y oui, a des gens, alors là, il y a des gens qui vont en Inde. Ah, je suis jamais allé, mais je ne veux jamais aller en Inde personnellement parce que je te jure, ça a l'air dégueulasse comme pays. bah, t'as la version light. La version light, ça s'appelle le Népal. Enfin, alors, Ouais. c'est de moins en moins light parce que le Népal a des petits soucis un petit peu communistes dernièrement. Ouais, bon, il est en train de les résoudre. J'ai l'impression il y a eu des gens qui ont, comment dire, qui ont goûté la démocratie minute. Là, ça s'est Ouais. passé très très Bon, vite. Mais après, je sais pas où ça en honnêtement, est. ça doit faire. Enfin, moi, j'y suis allé une fois il y a très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années. À l'époque, il y avait déjà des problèmes parce que tu avais des barrages qui avaient pété, il n'y avait plus d'électricité. Genre, en gros, tu avais 2 heures d'électricité par jour, je crois, ou 4 heures, je sais plus, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Là, on est vraiment dans le C'est- tiers-monde. Hein. Ouais, Putain, ouais, 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 ouais. Et si tu veux, c'est le genre de pays où tu commences à avoir des problèmes dès que tu respires un tout petit peu, tu réalises que en fait, c'est bizarre, mais tu as besoin de te moucher. Et quand tu te mouches, c'est tout noir dans le mouchoir, tu vois. Ah ouais, t'es là, tu c'est fais, pollué à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai respiré, j'en sais rien, c'est un peu flippant. Et ça, c'est Ok, la version d'accord. soft. Parce que l'Inde, je crois que c'est ça, version stéroïde, tu vois. C'est-à-dire que tu t'arrives, t'as à peu près 24 heures, et au bout de 24 heures, t'as des sortes de diarrhées intergalactiques. Attends. Ah, non, attends, mec, je sais pas si t'avais déjà vu ce truc. Il est T'es pas légendaire. sûr d'être S'il y avait une vivant, en espèce- fait. Tu vois, tu te demandes si t'es en train de mourir ou si c'est juste normal, tu vois. Ah non, attends, t'avais un ministre, il y avait un fleuve sacré et les gens disaient le fleuve est pollué, c'est un scandale, machin truc. Le ministre a dit non, le fleuve est pas pollué. Oui, devant les caméras de télé, je prends un verre d'eau dans le fleuve et je le bois. Le mec est mort. Il est mort, genre sous 24 heures. Genre, je sais pas comment te dire, c'est que même les Indiens sont pas un-proof en fait. Le pays, ils font, non mais, ils font littéralement des batailles de caca à grande échelle pour fêter le nouvel an. Donc en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne veux jamais foutre un pied en Inde. Je te jure, c'est un pays qui me. Le simple fait que ça existe me terrorise en fait. Par contre, la bouffe indienne à Paris, pourquoi pas, mais c'est tout, tu vois, faut pas aller plus loin. Ouais, mais alors, tu vois, c'est le genre de pays où, typiquement, tu finis par, en général, t'imposer toi-même des restrictions alimentaires. C'est-à-dire que tu décides que préventivement, tu vas peut-être éviter tout ce qui ressemble à de la viande et que finalement, le riz et les légumes, si c'est bien cuit, bah ça devrait passer, tu vois. Tu sais, genre, tu te mets des Attends, règles comme attends, ça, c'est...
Attends, mais je te promets, toi tu perds pas ton temps là-dessus et t'as bien raison, mais moi celui qui passe un peu trop de temps sur Instagram quand j'ai 2 minutes libres, et j'ai tendance un peu trop à scroller, t'as des mecs qui compilent les recettes de rue des mecs en Inde. Mais tu vois, c'est n'importe quoi. T'as des souris qui courent entre les mecs ont pas de chaussures déjà pour commencer. Ensuite, t'as des souris qui courent entre les sacs de farine dans lesquels les mecs piochent à main nue après s'être torchés sans papier toilette, tu vois. Et en fait, ils te font des trucs et à la fin, c'est servi dans une espèce de papier journal où tu dois avoir l'encre à base de Zyklon B qui fond au contact du riz chaud, là, tu vois, qui se dilue bien, pour bien assurer que ton cancer va mourir lui-même d'un cancer et que tu as une chance de survie, tu vois. Voilà. Donc, non, ça a l'air d'être effrayant et je ne veux vraiment jamais mettre les pieds. Voilà. Et je sais pas s'ils ont des beaux musées en Inde, mais en tout cas, j'irai pas voir. Il y en a sûrement. Après, honnêtement, tu as des tas de pays où les musées sont quand même très. Enfin, tu vois, on se plaint du Louvre, mais t'as des pays où les musées, c'est un peu basique. Tu rentres dans des pièces qui sont clairement pas trop sécurisées. L'éclairage, c'est un peu de néon au plafond et c'est à peu près tout, tu vois. Et si tu veux des explications sur les œuvres, globalement, tu as intérêt à faire une recherche Google, tu vois. Mais ça peut être bien. Regarde, les auditeurs assidus de ce podcast se souviennent peut-être que toi et moi, on est allés à Rome il y a quelques temps. Et qu'à Rome, on a visité un truc qui s'appelle la galerie des Pamphili. Ça s'écrit Pamphilj avec un J à la fin. Incroyable. Ouais, voilà, c'est la famille du pape Pie 113 et si j'ai bien compris, ça reste encore aujourd'hui dans la famille au sens élargi. Donc c'est un immense palais en plein cœur de Rome, c'est incroyable. Rien ne vous le signale, donc vous sachiez que ça existe pour y aller. Vous pouvez visiter pour quelques euros, hein, je sais plus combien ça coûte l'entrée, mais c'est pas très très cher. Et en fait, tu rentres et tu n'as que des tableaux du sol au plafond, vraiment du sol au plafond et les murs sont 3-4 mètres de haut, peut-être 5. Et en fait, tu n'as aucune explication. Enfin, tu as à peine le nom écrit dans un petit coin, le nom du peintre, et c'est à toi de savoir si le peintre est important ou pas. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des Bruegel, des trucs comme ça. Ils font la taille d'une carte postale. Ouais, et zéro système de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, t'as un bon ISPAC, tu le mets dedans, tu rentres chez toi avec le Bruegel, tu vois. J'encourage personne à faire ça. Attention, j'encourage personne à faire ça. Laissez les gens profiter. Les tableaux sont magnifiques. Mais t'as des trucs absolument incroyables en fait dans ce genre de musée. Et pourtant, tu vois, c'est très basique. Dans le fonctionnement et tout. Je pense que l'over-engineering du musée français avec des QR codes et des audio guides, à un moment donné, moi ça me saoule hein, personnellement. Quand j'y vais, je veux voir des beaux tableaux. Je me tape un peu de. Si je veux en savoir plus, je vais creuser avant ou après, mais pas pendant. Alors dans le genre, mais je crois que j'en avais déjà parlé, il me semble, sur un autre podcast. J'avais été à Avignon, j'ai visité le château d'Avignon, le palais des papes là. Et j'avais été super déçu par justement l'excès de technologie. C'est-à-dire que les mecs avaient décidé que tu scannais des QR codes dans littéralement toutes les salles et que tu faisais des visites avec des tablettes et des machins. Ça tuait toute l'ambiance en fait. Enfin, parce qu'en gros, t'as des salles incroyables avec une vraie présence, t'as de la place et tout. Et si tu veux, globalement, tu voyais 1 million de gens en train de regarder avec leurs tablettes comme s'ils étaient dans des casques VR. Et c'était triste à souhait. Donc peut-être que la techno, c'est avec parcimonie en fait. Dans certains musées, il faut peut-être pas trop. Bah ouais, en tout cas, il faut que les deux puissent exister côte à côte. Et j'avoue que, bah tu vois, toujours à Rome, on avait vu le château Saint-Ange aussi, hein, tu sais, le château, voilà, et le grand château de Rome, et qui était incroyable, qui a une histoire complètement folle. Je vais pas la détailler ici, mais allez faire vos recherches, c'est incroyable. Et en fait, si tu veux, heureusement que parfois c'était dans son jus. Que les murs font 23 mètres d'épaisseur, c'est carrément un niveau où tu captes pas quand t'es à l'intérieur du oui, c'est vrai, je me rappelle. Les données des cellulaires, des GSM, comme disent nos grands-parents, ne passaient pas. Et donc en fait, c'est vraiment dans ton jus. Et quelque part, c'est ça qui te reconnecte vraiment à l'ambiance du lieu, bien plus que tous les casques de VR et tous les iPods qu'on pourrait te filer pour essayer de meubler un peu le truc. Voilà. Je sais pas si tu as des exemples de musées vraiment pourris que tu serais allé voir, des trucs vraiment au fin fond de la campagne, je sais pas où, quelque part en Lettonie, en Transylvanie, au Kazakhstan. Qu'est-ce que j'ai vu dans les musées pourris dans les musées, enfin, alors c'est dur de dire pourri, mais typiquement la prison S21 à Phnom Penh, c'est un. Ouais. Alors tu vas raconter un peu ce que c'est pour ceux alors qui savent en pas, gros que... c'est la prison où il y a eu toutes les tortures de tous les opposants au régime des Khmers rouges. Enfin, opposant, ça commençait à porter des lunettes. Ouais, le standard était très bas. Le standard était très bas et les tortures étaient extrêmement violentes. Et alors tu rentres, enfin. Techniquement, je crois, si je me souviens bien, que c'est une ancienne école primaire qui a été reconvertie en lieu de torture, qui est un peu en périphérie de la ville et tout. Et en fait, c'est vraiment, ça fait école en préfabriqué un peu pourri, quoi. Enfin, franchement, c'est pas ouf. Il n'y a rien de spécial. En termes d'explications, on va dire que c'est assez sommaire. Genre, faut pas s'attendre à avoir des explications et des panneaux partout. C'est clairement pas giga bien éclairé, tout ce que tu veux. Enfin, voilà.
Bon. Mais par contre, tu as une ambiance de fou. C'est-à-dire que Après, parce que c'est pas vraiment un musée, c'est plutôt un mémorial. C'est un peu comme si tu allais visiter. En fait, tu vois, à Berlin, on te met visité le quelques musée sous la éléments Shoah, c'est ça. des outils de torture de l'époque, on te met quelques trucs qui Ouais, traînent. voilà. Mais c'est vrai que en fait, t'as pas grand-chose. Et tu as une sorte de clou de la visite, c'est quand même la photo, je crois, de tous les gens qui sont passés par là. Il me semble qu'il y a un mur entier Ouais. avec des tas de photos. Bon, mais globalement, en fait, ce que tu vois, c'est vraiment des pièces exiguës où on mettait des gens. En gros, on les empêchait de s'asseoir, on les empêchait de s'allonger, on les empêchait de s'appuyer contre le mur. Enfin, il y avait toutes sortes de moyens de les empêcher de faire ça. Notamment, je crois qu'il y avait de la flotte qui traînait en permanence au sol pour pas qu'ils aient envie de s'asseoir. On leur mettait de la musique, de la lumière par intermittence. Donc, tu vois un peu les systèmes, à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à des gros mégaphones et des trucs, des néons bien crades. Mais voilà. On leur faisait du Guantanamo, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est Guantanamo sous low budget de Guantanamo, quoi. Ouais, ça devait être horrible. Mais pour le coup, c'est pas un musée. T'es pas allé voir des œuvres d'art. T'es allé voir C'était pas des œuvres d'art, non, clairement pas. Ouais. Mais non, mais par contre, c'est assez façon, marquant. Franchement, dans le genre visite marquante, ouais, je trouve que c'est assez violent et c'est là où tu réalises à quel point en fait les gars qui te font des grands discours, c'est un peu idéaliste, un peu niais, un peu mais tu vois, si on répartit mieux les richesses, tout le monde y sera heureux, tout ça. Ouais. On n'a qu'à supprimer le marché, tout le monde sera heureux, tout ça. Bah, en fait, tu réalises à ce moment-là, quand tu es devant ça, que ça se traduit par on arrache tes ongles, on les fout dans de l'acide et on espère que tu vas crever rapidement. Tu vois. Et là, c'est le moment où tu réalises que c'est les deux faces de la même pièce, quoi. Oui, c'est même pas les deux faces de la même pièce, c'est carrément l'un entraîne l'autre. Enfin, c'est l'avant-après, quoi, si on peut dire. C'est quand tu passes du rêve à la réalité, quoi. La concrétisation de l'idéal marxiste, c'est ça le prix là, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Bon, après, honnêtement, en Asie, écoute, t'as plein de musées qui sont un peu. Même, je veux dire, tu vas visiter des temples cambodgiens ou quoi, franchement. T'as pas des explications partout, c'est un peu à la découverte et puis surtout toi tu comprends rien parce que c'est pas ta culture pour le coup, c'est même pas indo-européen. Et puis, alors le seul truc c'est qu'on te balise en général bien le terrain parce qu'en fait il y a des endroits où il y a des mines et donc si tu non mais rigole. Oh, putain, la visite street crédible du musée. Je te promets qu'ils ont un énorme problème avec ça en fait parce que ça fait des décennies qu'ils traînent des tas de mines dans le sol et t'as régulièrement genre je sais pas exactement mais tu dois avoir peut-être 2-3 personnes par an, des touristes qui sautent sur des mines en fait. Ok, donc je rajoute ça à ma liste des pays où j'irai jamais. Écoute, merci de me faire l'anti-guide touristique, c'est bien, c'est intéressant. Demandez à Mo si jamais vous êtes dans un pays, vous lui écrivez un message et il vous dit ah non mais là-bas attends il y a la malaria, non mais là-bas il y a des chutes de météorites. Alors là tu fais gaffe parce que tu manges, là tu fais gaffe. Puis à la fin, vous partez en vacances à Meaux. Voilà, c'est comme ça, vous êtes bien. Non, écoute, c'est pas mal. Alors, c'est une bonne question à poser. Est-ce que tu dirais que la France a les meilleurs musées du monde ? Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la manie des Français d'aller visiter des musées. Mais est-ce qu'on a les meilleurs musées du monde ou est-ce que t'as vu des pays, franchement, qui ont des musées mieux que les nôtres ? Voilà. Ou au moins aussi bien. À Londres, t'as le grand musée, la National Gallery, là, qui Ouais, c'est à ça que je pensais moi personnellement. Parce très bien. En plus, il est gratos. Il a le bon goût d'être gratos, lui. Alors ça, c'est vraiment quand même exceptionnel. Parce que mine de rien, ça simplifie vraiment l'accès à la culture. Pour le coup, tout est cher à Londres, mais ça c'est gratuit. Donc profitez-en. Et t'as des cranaques dedans, t'as des trucs vraiment très beaux. Ouais, en fait, tous les chefs-d'œuvre qu'on n'a pas, ils les ont. Il y en a un que je regrette de jamais avoir pu visiter, c'est le musée de Saint-Pétersbourg. Ah oui. Lui, il a une réputation incroyable et je pense qu'elle est méritée, pour être honnête, mais j'ai jamais pu le visiter. Mais tu prends par exemple le musée d'Athènes, là où tu as les frises du Parthénon. Il est vraiment très beau aussi en fait. Donc il n'y a pas qu'en France qu'il y a des musées chouettes. Non, vraiment. Alors, et hors d'Europe, est-ce que tu as déjà essayé des musées américains par exemple, des trucs Ouais, comme ça, alors les musées américains, moi j'ai toujours trouvé ça un peu décevant. Parce que en fait, si tu veux, tout ce qui ressemble à de l'art américain, c'est un peu des croûtes sur de la peinture paysanne avec glorifié par des couleurs un petit peu douteuses. C'est-à-dire que tu as des ciels un peu dans des oranges frelatées ou des trucs un peu bizarres. Tu sens que c'est pas trop normal. Et les seules choses qui sont intéressantes, moi je dirais, c'est principalement soit de la photo, pour ceux qui sont amateurs de photo. Ah oui, on n'a pas parlé de ça, mais oui, effectivement, il soit des œuvres européennes en fait. Donc, bon. Ouais. Bon, bah écoute, et si je devais te demander de faire un petit top 5 des meilleurs musées que tu as jamais vu, qu'est-ce que tu me dirais ? C'est dur ça.
Imagine qu'un extraterrestre te demande les 5 meilleurs musées à visiter avant de vitrifier la Terre. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je mettrais Orsay devant le Louvre, déjà. Ouais, je... ok, je peux entendre ça. Je pense que derrière, je mettrais les Old Masters de Bruxelles. Ah, je les ai pas vus. Okay. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Il y a quelques musées qui sont vraiment très bien à Bruges. Donc il y a peut-être... Voilà, j'hésite avec ça aussi. Tu vois, je me dis, est-ce que je mettrais le mec ne l'envoie pas à la National Gallery, l'envoie pas à la Villa Borghese. Le musée de Washington est vraiment très bien. Au Guggenheim. En fait, il envoie vraiment nulle part, le mec. Il envoie pas au Louvre Abu Dhabi. Il envoie vraiment le frérot. Il va l'envoyer voir des trucs chelous à Bruges, là. Alors que genre, il y a la. Attends, les trucs chelous à Bruges, c'est des tableaux incroyables de peintres flamands. Enfin. T'as des trucs incroyables, honnêtement. Alors, on n'a pas parlé des musées allemands, mais t'as aussi des trucs incroyables hein, en Bavière et puis à Berlin, à Hambourg. À Berlin, ils ont carrément un truc qui s'appelle l'île des musées, où en gros, c'est un endroit où il y a que des musées dessus, quoi, genre, qui a été construit, si je dis pas de bêtises, à la chute de Napoléon. Ils ont récupéré en fait toutes les œuvres que Napoléon avait volées dans toute l'Allemagne. Ils ont dit bon, plutôt que de les redispatcher, c'est trop compliqué. On va tout mettre sur une île et on va inventer le concept de musée en Allemagne. En fait, pour moi, allez. Tu rajoutes le musée du Vatican, forcément dans le top 5. Ah oui, obligatoire, bien sûr, il me semble que c'est... Voilà. Ouais. Attends, si tu as Orsay, le musée du Vatican, le Louvre, les Old Masters de Bruxelles et, allez, peut-être le National Gallery quand même. Voilà. Ah, quand même, ouais, ok, d'accord. Non, mais ok, c'est un top que je peux valider. Tu valides? C'est vraiment pas mal. Oui, je valide, c'est vraiment pas mal. Est-ce que tu veux faire un top version art moderne? Alors écoute, y a mes chiottes après une raclette. Puis alors il y a le tuyau d'arrosage dans la cour. Écoute, franchement, non mais blague à part, art moderne, enfin, tu veux dire surtout art contemporain, c'est ça que tu veux dire en fait. Voilà. Et puis même après, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur tiens, à Pompidou, franchement, j'ai vu des trucs intéressants, hein, mais je doute pas que 80% de ce qu'ils aient dans leur collection soit de la merde sous subvention utilisée pour dilapider mon argent. Mais dans les 20% qui restent, et les collections sont vastes, donc 20% ça représente quand même beaucoup, il y a des choses tout à fait intéressantes. Hein. Faut pas du tout cracher là-dessus. De même que au Louvre, vous avez des croûtes. Hein. Faut pas. Ça aussi, c'est un truc. Ça me frappe. Je suis souvent confronté à ça, par exemple en littérature, parce que les gens se disent que dès qu'un roman est classique, on peut pas en dire du mal, tu vois, et ils ont du mal à désacraliser les trucs. Et bah dans les tableaux, c'est la même chose. Un truc qui est un tableau qui est une croûte, même s'il est exposé dans un grand musée et qu'on vous dit que c'est bien par ailleurs, bah vous avez le droit de dire que c'est de la merde et essayer de comprendre pourquoi les autres disent que c'est bien, parce qu'il faut peut-être l'analyser. Mais si ils le disent juste pour répéter ce que les autres ont dit quand ils ont dit que c'était bien, peut-être faut se poser des questions. Mais de toute façon, tu sais très bien que en matière d'art et de culture, t'as un côté mouton qui est incroyable. Enfin, je veux dire, la quantité de gens qui font semblant d'être des grands esthètes amoureux de culture et qui donnent leur avis sur tout d'un air inspiré et tout, c'est un truc phénoménal. Et peut-être que même nous en faisons partie, en fait, tu vois. Je pense qu'on a un petit peu étudié certains trucs, donc on a un avis peut-être un peu plus construit que la plupart des gens, mais... Ouais. Et encore parfois, même construire un avis, ça peut être presque un défaut, au sens où tu perds l'immédiateté du rapport au truc. Enfin, c'est très compliqué, hein, la construction d'un regard artistique. Mais tu vois, ça rejoint un peu une question qu'on se posait la dernière fois, parce que on disait dans le dernier podcast que les boomers étaient les derniers à croire à la République, en tout cas à la 5ème République telle qu'elle existe. Enfin, il n'y a plus qu'eux qui votent et qui frémissent du péril fasciste du RN ou je sais pas quoi. Donc, est-ce que les boomers, de la même façon, sont les derniers à croire au musée, en tout cas à l'idéal du musée tel qu'il se le figure, c'est-à-dire cette petite visite d'esthète en bonne compagnie pour regarder un tableau et se gargariser devant des chefs-d'œuvre que leur génération était incapable de perpétuer. Est-ce que c'est aussi eux qui sont les derniers représentants de ça, ou est-ce qu'à ton avis ça va perdurer tel quel et que nous un jour on sera les vieux chieurs dans le musée? Je pense que l'art entre guillemets se défend très bien tout seul. En fait, ce qui est beau a tendance à inspirer du respect et de l'admiration et une urgence à être préservé. Et donc, en fait, quelque part, le beau se défend tout seul. Ce qui change peut-être, c'est le format. Moi, je pense que typiquement,
une bonne partie de, tu sais, un peu tout ce côté cinématographié où les types sont là, ils te choisissent les tableaux qu'ils vont mettre en regard les uns des autres. Ouais. On va rajouter des petites lumières, des petits spots. On va faire des références croisées. On va mettre un thème pour l'exposition. Tu vois, en fait, c'est le nu noir à Orsay, je sais pas quoi. Bon, tout ça, peut-être, ça va disparaître parce que je pense qu'il y a une partie de ces délires-là qui correspondent plus à notre génération. Je veux dire, je pense que la plupart des gens Ouais. vont pas aller voir une expo parce que c'est le nu noir à Orsay. En fait, ils s'en fichent. Ils vont aller voir un artiste, ils vont aller voir peut-être une salle dans un musée en général, mais je suis pas sûr qu'ils aillent voir spécifiquement un thème. Je crois que c'est un truc très boomer, ce côté des thèmes. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura un truc à réfléchir aussi sur les nouvelles technologies parce que si tu es capable de créer une simulation extrêmement réaliste du musée, est-ce que tu as des gens qui pourraient par exemple visiter un musée depuis chez eux ou voir payer un tarif vraiment préférentiel pour ne visiter qu'un certain temps? Et ils se disent bah, juste je fais un quart d'heure de musée ou une demi-heure de musée. Enfin, tu vois, il y a peut-être des modèles qui vont se réinventer là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez vieillissant. Tu as un En fait, projet c'est ce Google qu'on voit. Art où tu as des tas d'œuvres qui sont Ouais. numérisées en super résolution, genre des Ouais, trucs mais c'est quand même pas des pareil parce trucs que tu la insane. regardes sur un Bah, écran d'ordi, alors, quoi. C'est oui, pas je suis assez- d'accord. Mais en fait, tu vois, typiquement, je crois qu'il y avait une vidéo où je m'étais tapé un délire. J'avais créé une galerie, parce que tu peux faire des galeries des tableaux qui existent dans leur stock. Et il y en a genre Ouais, 20 000 ou un truc comme ça. Et donc, tu peux ok, choisir et tu peux faire, entre guillemets, une exposition. Et je m'étais tapé un ok. délire en mode, vas-y, je fais une exposition, je vais montrer les tableaux, et je ferai une exposition pour que les gens puissent aller les voir en version, s'ils ont Hmm. envie de zoomer en x Ouais, 80, ils peuvent zoomer en x 80. ouais. Et ça, je pense qu'il y a peut-être des trucs croisés qui pourraient se faire entre YouTube, Mais des déjà, tu tableaux, vois, des choses comme ça. ouais, c'est intéressant, mais tu vois, déjà rien que le fait de pouvoir zoomer en x80 sur un tableau, c'est contre nature, hein, parce que en fait, fondamentalement, le tableau n'a pas été pensé pour ça. T'as un très très bon essai d'un ancien grand penseur de la peinture qui s'appelait Daniel Arras, qui s'appelle Histoire de peinture, et dans lequel il analyse justement le fait que parfois bah, des tableaux étaient faits pour être accrochés à 3-4 mètres de haut dans des églises, des trucs comme ça, et que du coup, en fait, en zoomant dessus aujourd'hui, en mettant des lumières, en braquant dessus et tout, on révèle des détails cachés qui n'étaient pas faits pour être découverts un jour par quiconque. C'était même pas une private joke, c'était encore en dessous de ça, quoi. Et donc, en fait, c'est comme aujourd'hui les spécialistes d'art qui passent les tableaux au rayon X et qui voient les esquisses en dessous, qui voient que parfois des tableaux qu'on croyait faits par une personne sont en fait des collaborations, enfin voilà, des choses qui n'étaient pas faites pour être vues. Et ça, en fait, ça pose des vraies questions sur, encore une fois, qu'est-ce que le regard artistique et qu'est-ce qu'on peut en tirer, tu vois. Enfin, ça devient assez méta, en fait, à ce niveau-là. Voilà. Bah, moi, je te dirais que le vrai problème pour moi, c'est pas de zoomer, c'est de dézoomer, en fait. C'est que souvent, il faut s'éloigner de l'œuvre et pas s'en rapprocher. Et Ouais. typiquement, le fait d'être devant Et quand les tu dézoomes, écrans, t'as ça des te boomers qui se pousse mettent à devant. zoomer tout le temps sur tout. Et donc, Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et même quand tu es au musée, hein, tu as tendance à vouloir t'approcher spontanément de la toile. Et alors que quand tu prends du recul, souvent tu apprécies beaucoup plus les choses. Ouais. Bon, c'est vaste question, vaste question. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec ouais, toi. je pense Je pense qu'on a fait qu'on. un bon tour d'aperçu du sujet. Est-ce qu'on peut inciter Ouais. quand même les gens, d'une manière générale, à aller dans des musées? Parce que c'est cool, en fait, comme activité. Genre, il n'y a pas de raison de Bah laisser ouais, ça qu'aux franchement, ouais. boomers. Ah, attends, si j'ai Exactement. encore Alors, un fun fact, c'est quelqu'un qui m'a ouais. remonté cette info. Si tu es un bénéficiaire de l'AME, c'est-à-dire que Ah oui, oui, si tu je vois l'info. te promènes en France et que tu n'as aucun papier, tu n'as rien, enfin tu es arrivé là, on ne sait pas trop comment, euh, si tu t'es fait soigner parce que tu avais une conjonctivite et qu'après, donc que tu n'as rien payé, hein, bien sûr, et qu'après tu as envie de te Ouais. taper un musée, et ben c'est gratos. Voilà, sachez-le. Si tu es Écoute, bénéficiaire de franchement. l'AME, tu peux visiter tous les musées de France gratuitement. Voilà. Gratuitement. Bon, alors, j'aimerais une statistique Je pense que ça officielle représente 3 tamponnée personnes par par an. l'INSEE. Ouais, ça, qui me dit combien de personnes. Non, mais tu dis 3 personnes par an, mais je pense que ça représente 0 personnes par an. Parce que ouais, si 3 personnes, c'est qu'ils sont rentrés par erreur ou, ou je sais pas quoi, en fuyant, je sais pas quoi, tu vois. Mais en Ils fait, sont personne, arrivés aux spontanément, Invalides, enfin, ils ont vu le truc, ils ont fait mais attendez, c'est pas un hôpital ce machin enfin, quand tu vois que Doudou Cross Bitume, si tu veux, en fait, il croyait qu'il était dans une annexe du musée du Louvre, en fait, et pas au musée du Louvre. Bon, tu te dis quand même que ça va être un petit peu compliqué pour que des mecs qui parlent pas français, qui arrivent d'Érythrée il y a 20 minutes, même pas d'Érythrée d'ailleurs, qui arrivent je sais pas où, du Soudan ou je sais pas où, se décident à venir en montrant leur petite carte de bénéficiaire de l'AME. Non,
Enfin, le CNC va sûrement en faire un film pour prétendre le contraire, mais moi je dis que ça n'existe pas. Voilà, ça, c'est ma théorie. En fait, dans Voilà. un premier temps, j'étais extrêmement choqué par cette dimension gratuite. Je trouve que symboliquement, c'est quand même assez fort qu'on offre à peu près n'importe qui comme ça la capacité de venir visiter gratos des musées alors qu'ils sont même pas en règle avec la loi. Mais c'est vrai qu'à la réflexion, en fait, ça concerne tellement peu de gens que de toute façon, je crois que c'est même pas le genre de sujet sur lequel ça vaut la peine de mettre 50 parlementaires à légiférer, machin chouette. Ils vont encore nous faire une usine à gaz, ça va coûter des millions. Donc, Ouais. En fait, si tu veux, c'est le genre de truc. Quand il y aura un retour à la réalité en France, dans la politique française, et qu'en fait on fera le ménage, c'est le genre de règle, on s'apercevra même pas qu'elle a sauté en fait, parce qu'elle doit être intégrée, j'imagine, cette règle dans une ordonnance sur la gestion des musées, qui elle-même doit être dans un plan de financement des musées, qui elle-même doit être dans une grande règle du ministère de la Culture. Et comme on fera sauter tout ça, y compris le ministère de la Culture, il n'existera plus lui-même. Si tu veux, en fait, parce qu'en fait les subventions, en fait, ministère de la Culture c'est un faux nom, hein. Le vrai nom c'est ministère des Subventions. Donc en fait, comme les subventions vont arrêter d'exister, le ministère de la Culture va arrêter d'exister aussi, si tu veux. En fait, il y en a pas aux États-Unis, ça ne empêche pas d'avoir une culture rayonnante dans le monde entier. Donc comme ça va sauter, en fait on s'apercevra même pas que cette règle saute. Il y a même pas un moment où on va dire qu'on va abolir cette règle, c'est juste que ça va être une conséquence de même qu'elle était une conséquence du cancer gauchiste, et elle sera une conséquence de la guérison, c'est qu'elle disparaîtra d'elle-même. Voilà, tel un petit symptôme. Voilà, donc rassure-toi, ce chiffre de 0 personnes par an touchées par ce mécanisme va continuer à être 0 personnes par an, même quand ce sera en mode affluent. Bon, me voilà rassuré. Est-ce que tu as une actu par rapport à la Giberne Alors une actu incroyable qui colle vachement bien avec le thème que tu as choisi pour ce podcast, j'aurais pas pu faire mieux, puisqu'on va sortir, alors quand vous entendez ce podcast, c'est en bonne voie, ça va sortir, vous l'aurez pour Noël, donc je pense toute fin novembre ou tout début décembre, le prochain roman de la maison, et ça parlera justement d'art et de peinture. Voilà, donc on peut pas faire plus dans le thème. Incroyable, et même on s'est même pas concerté là-dessus. Hein. Non, vraiment c'est pas concerté, mais... gens, là. Incroyable, et ce sera, je te l'ai teasé depuis longtemps, Moss, ce sera le premier roman écrit par une auteure et non pas une autrice. C'est donc elle. Ok. Exactement. Et donc ça vient. Je suis en train de le finir. Je peux vous dire que c'est vraiment une bonne petite pépite. Hein. Franchement, ce texte-là, il est somptueusement bien écrit. Je veux bien le lire et si tu veux l'inviter, je l'envoie. Voilà, avec plaisir. La femme de lettres qui est derrière ce texte, ce sera avec plaisir. Et avec grand plaisir, je pense qu'elle dira oui, je vais lui proposer, mais on l'invitera dans le podcast avec plaisir. Donc voilà, si vous voulez soutenir ce genre de bonne littérature ou redécouvrir des classiques qu'on remet à disposition, parce que maintenant on a les deux casquettes, vous pouvez venir sur les éditions La Giberne, www.lagiberne.fr, vous faites le plein de bouquins, vous mettez à jour, Noël arrive, vous pouvez faire des cadeaux aux copains, on livre dans le monde entier. Si vous commandez maintenant, vous êtes sûr et certain de les avoir à temps, parce que l'année dernière, il y a des mecs qui ont commandé vers le 15-20 décembre et qui s'étonnaient de ne pas avoir leur livre le 24. Bah écoute, frérot, c'est compliqué. C'est un peu court. À partir du 15, c'est vrai que c'est un peu court, jeune homme. Voilà, exactement. Donc commandez, mettez-vous une marge, commandez avant le 10 et vous avez largement le temps entre le moment où vous écoutez ce podcast et voilà. Donc faites-le même maintenant, faites-le ce soir et comme ça ce sera résolu. Et puis voilà, vous pouvez aussi prendre du Carmin. Voilà, il y a les deux côtés. Voilà, si vous voulez être plus essai, si vous voulez un peu plus encourager le libéralisme en France et tout, Carmin ça marche très bien. Si vous voulez vous détendre, si vous voulez mettre des coups d'épée avec les bons romans qu'on a à la Giberne, voilà, c'est deux façons d'appréhender la lecture, mais il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Nous, de notre côté, on va expédier les Scruton et je pense aussi les Sowell pour que les gens les aient à Noël. Alors Sowell, je suis un peu moins sûr parce que on expédie le bon à tirer normalement lundi, si mes infos sont correctes. Donc au moment où vous entendez ce podcast, c'est déjà parti. Mais en fait, ça dépend on va avoir des problèmes de délai d'impression et de réception des colis et machin. Donc... Ouais, et en plus, la Poste annonce que, parce qu'ils sont non contents de nous faire payer toujours plus cher leur ticket, ils ont envoyé un mail aujourd'hui à tous toutes les boîtes privées qui bossent, voilà, tous les pros exactement, pour dire que, attention, cette année, ils se réservaient le droit de ne pas servir dans les temps parce que si jamais ils étaient trop sollicités et que leur appareil de livraison était sursollicité. Voilà, donc encore une fois, il y aura un procès, vous inquiétez pas, à la Libération pour savoir qui a collaboré avec la Poste. Avec la SNCF. En fait, je pense que tous les mecs qui ont travaillé là-dedans depuis 40 ans seront appelés à la barre et ils ont intérêt à être extrêmement convaincants. Parce qu'il va falloir quand même expliquer aux gens pourquoi tu fais payer 8 € pour expédier un bouquin de 450 grammes tout en n'étant pas capable de l'expédier à Noël, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas possible. Tu peux pas facturer comme un porc et en même temps dire que tu peux pas faire le service, quoi.
Et je dirais que le plus énervant avec la Poste, c'est carrément la lenteur avec laquelle ils traitent les trucs. C'est-à-dire que tu vas au guichet pour poster un truc, en fait, en fait tout est long. C'est-à-dire que même un postier qui serait compétent, c'est-à-dire vraiment où tu as déjà trouvé la perle rare, mais en fait il y a tellement d'opérations et de sous-opérations dans le fait d'envoyer un colis, avec les trucs qu'il faut coller, tamponner, remplir des déclarations, machin truc et tout, qu'à la fin en fait ça met 3 plombs pour envoyer un colis. Et donc en fait si tu ramènes ça au taux horaire de l'entrepreneur, c'est une gabegie de PIB absolument phénoménale. Et encore une fois, la personne qui n'a pas su simplifier ça sera appelée à la barre et va commencer à parler hébreu, je pense, enfin, ou javanais ou chinois, enfin un langage exotique, si tu veux, ça va être très très compliqué. Voilà. Bon, voilà. Donc, bref, écoutez, on peut dire aux gens de passer commande avant Noël. Voilà. Quand vous entendez ce podcast, attendez pas le 15. Vous allez avoir des déceptions. Faites-le maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Ouais. Vous pouvez surtout si vous habitez à l'étranger ou dans un coin un peu paumé, voilà. Vous pouvez respirer, vous pouvez souffler, vous pouvez passer à autre chose. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. À bientôt tout le monde. Et de nouvelles aventures. À très vite tout le monde.